Ne t'en mêle pas. Je ne laisserai pas que tu lui fasses du mal. Tu n'es qu'une employée. Ça suffit. Je suis le millionnaire, pas un jardinier. Ce n'est pas possible. Tu vas bien, grâce à toi. Je ne permettrai pas que tu continues. Madame, elle compte vous empoisonner. Ça ne peut pas être vrai. Arrêtez tout de suite. Je ne laisserai pas qu'il ruine mes plans. C'est la vérité, madame. Mon fils. Oui, maman, c'est moi. Ne t'en mêle pas. Je ne laisserai pas que tu lui fasses du mal. Tu vas le regretter. Arrêtez tout de suite. Je suis ton fils. Je me suis déguisé pour la protéger. Tu es le millionnaire. Mon Dieu, mon fils, tu es là. Le millionnaire s'était déguisé en jardinier jusqu'à ce que l'employé sauve sa mère de sa fiancée. Une affamée comme toi ne mettra jamais les pieds sur le marbre de cette maison la tête haute, hurla Isabelle Montaigne, et la gifle qui suivit résonna dans la cuisine comme un coup de feu qu'aucun domestique n'oublierait jamais. Lucie Dubois ne pleura pas. À 24 ans, elle avait appris que les larmes étaient un luxe que les femmes pauvres ne pouvaient pas se permettre devant les riches. Elle porta sa main à sa joue brûlante, sentit le goût métallique du sang sur sa lèvre fendue et soutint le regard de cette femme belle et cruelle, sans baisser ses yeux verts qui la faisaient tant ressortir. « Excusez-moi, mademoiselle Isabelle », dit-elle d'une voix ferme, bien qu'elle tremblât intérieurement. « Ça ne se reproduira plus. » Isabelle lâcha un rire acéré, ajustant sa robe rouge de créateur qui coûtait plus que tout ce que Lucie gagnerait en 5 ans. « Bien sûr que ça ne se reproduira plus, car je vais m'assurer que tu ne tiennes pas une semaine dans ce domaine. Les domestiques comme toi sont interchangeables. Il y a des centaines d'affamés qui font la queue à la porte. » C'était son premier jour dans le domaine de la famille Delacroix, l'une des plus anciennes fortunes de France. Et Lucie avait déjà compris que ce lieu au haut plafond et au lustre de cristal cachait quelque chose de pourri sous l'éclat de l'or. Elle était arrivée ce matin-là avec un seul sac en tissu et la lettre de recommandation froissée de son ancienne patronne, une veuve aimable qui était décédée la laissant sans emploi. La nécessité l'avait poussée jusqu'à cette porte en fer forgé. Sa mère était malade dans son village natal. Les médicaments étaient chers et cet emploi, aussi humiliant fut-il, signifiait nourriture, logement et la possibilité d'envoyer de l'argent à la maison. Le crime qui avait déchaîné la fureur d'Isabelle était ridicule. Lucie avait laissé tomber une coupe en cristal en nettoyant la vitrine de la salle à manger. Une seule coupe, mais pour Isabelle Montaigne, la fiancée de l'héritier de la famille, cela avait été une excuse suffisante pour décharger le venin qu'elle portait en elle. « Ramasse les morceaux », ordonna Isabelle en montrant le sol du bout de sa chaussure à talons. « Et quand tu auras terminé, tu nettoieras toutes les salles de bain de l'étage avec tes mains, sans gants, pour que tu saches quelle est ta place. » Lucie s'agenouilla en silence et commença à ramasser les fragments de verre. L'un d'eux lui coupa le doigt, mais elle ne fit aucun bruit. « Serre les dents », se dit-elle. « Tiens bon pour maman. » Ce qu'Isabelle ni Lucie ne savaient, c'est que toute la scène était observée. Depuis le jardin, à travers la grande baie vitrée qui allait du sol au plafond, un homme vêtu d'une salopette verte et d'une casquette de jardinier contemplait la scène les poings serrés, les outils de jardinage pendaient à sa ceinture. Ses mains étaient tachées de terre et à première vue, il n'était rien de plus qu'un employé d'entretien, un homme invisible que les riches ne regardent jamais. Mais cet homme n'était pas un jardinier. Il s'appelait Mathieu Delacroix. Il avait 32 ans et était l'unique héritier de toute la fortune qui soutenait ce domaine. 3 semaines auparavant, il avait pris une décision que son défunt père aurait approuvée. Se déguiser en jardinier et travailler incognito dans sa propre maison pour découvrir la vérité. Car quelque chose lui disait que la femme avec qui il était sur le point de se marier n'était pas celle qu'elle prétendait être. Sa mère, Madame Éléonore Delacroix, une femme âgée aux cheveux argentés et au cœur tendre, avait insisté sur le fait qu'Isabelle était un ange, l'épouse parfaite, une bénédiction pour la famille. Mais Mathieu avait remarqué des choses, de petites fissures, des regards qu'Isabelle jetait quand elle croyait que personne ne la voyait, une froideur qui transparaissait sous son sourire de miel. Alors il s'était laissé pousser la barbe, avait demandé à son majordome de confiance, le seul à connaître son secret, de le présenter comme Mathieu, le nouveau jardinier, et s'était installé parmi les rosiers pour observer. Sa fiancée ne l'avait même pas regardé en face en 3 semaines. Pour elle, il n'existait pas. Il faisait partie du paysage, comme les pots de fleurs et les fontaines. Et ce matin-là, le paysage avait vu sa future épouse gifler une jeune femme sans défense pour une coupe brisée. Mathieu fit un pas vers la porte de la cuisine, prêt à intervenir, à révéler qui il était, à remettre Isabelle à sa place une bonne fois pour toutes, mais il s'arrêta. Non, pas encore. S'il révélait son identité maintenant, Isabelle remettrait son masque, et il ne connaîtrait jamais la vérité complète. Il fallait qu'il voie jusqu'où elle était capable d'aller. Il serra la mâchoire et s'obligea à attendre. À l'intérieur, Lucie finit de ramasser les verres, se leva le doigt en sang et la joue enflée, et se dirigea vers l'étage pour accomplir sa punition. En passant près de la baie vitrée, ses yeux verts croisèrent un instant ceux du jardinier. Ce ne fut qu'une seconde,
Mais dans cette seconde, Lucie vit quelque chose qui la déconcerta. Cet homme humble en salopette verte la regardait avec une intensité qui ne correspondait pas à sa position. Ce n'était pas le regard d'un serviteur, c'était le regard de quelqu'un qui ressentait, qui s'indignait, qui la voyait vraiment. Lucie détourna les yeux, confuse, et poursuivit son chemin. En haut, alors qu'elle frottait les carreaux de la salle de bain avec un vieux chiffon, elle entendit des voix. Elle s'approcha furtivement de l'entrebâillement de la porte et vit Madame Éléonore, la matriarche, assise dans son fauteuil roulant près de la fenêtre du couloir. L'aînée avait le visage marqué de rides et une douceur fatiguée dans les yeux. Isabelle était devant elle et son ton avait complètement changé. Elle ne criait plus. Elle parlait maintenant d'une voix mielleuse, sirupeuse, fausse. « Chère Madame Éléonore, avez-vous déjà pris vos médicaments du matin ?» demanda Isabelle en tenant un flacon de pilules. « Oui, ma fille, l'infirmière me les a déjà donnés », répondit l'aînée avec un sourire fragile. « Tant mieux », dit Isabelle, et un instant, Lucie vit le sourire de la fiancée se tordre en quelque chose d'étrange, quelque chose de calculateur, tandis qu'elle rangeait le flacon dans la poche de sa robe. « Vous, reposez-vous simplement, je m'occupe de tout. » Il y avait quelque chose dans cette phrase, « je m'occupe de tout », qui glaça le sang de Lucie sans qu'elle puisse expliquer pourquoi. Cette nuit-là, quand le domaine dormit enfin, Lucie se coucha dans la petite chambre de bonne qu'on lui avait assignée, une pièce minuscule, sans fenêtre, avec un lit de camp dur et une seule ampoule. Elle pensa à sa mère, pensa à l'argent qu'elle devait envoyer, et pensa, sans le vouloir, à ce regard du jardinier derrière la baie vitrée. Elle ne dormit pas bien. À 3 heures du matin, elle entendit des pas dans le couloir de service. Des pas qui ne devaient pas être là. Elle regarda par l'entrebâillement de sa porte et vit une silhouette se diriger vers la cuisine avec une petite lampe de poche. C'était Isabelle. Que faisait la fiancée de l'héritier à rôder dans les zones de service en pleine nuit, vêtue de noir, se cachant comme une voleuse? Lucie retint sa respiration. Elle vit Isabelle sortir quelque chose de la poche de sa robe de chambre noire, un petit flacon identique à celui des médicaments de Madame Éléonore, et le déposer sur le plan de travail en marbre. Puis elle sortit un deuxième flacon, celui-ci contenant un liquide transparent, et commença à verser quelques gouttes dans le premier, avec une précision effrayante, comme quelqu'un qui l'a fait de nombreuses fois. La lumière de la lampe de poche tremblait sur son visage, et un instant, Lucie put voir son expression. Il n'y avait ni rage, ni émotion, juste le calcul froid de quelqu'un qui planifie quelque chose dans l'obscurité. Quand elle eut terminé, Isabelle rangea le second flacon, referma le premier avec précaution et le glissa de nouveau dans la poche de sa robe de chambre. Elle éteignit la lampe de poche et disparut à l'étage, sans faire de bruit comme un fantôme. Lucie resta immobile dans son lit de camp pendant un long moment, le cœur battant à tout rompre. Qu'avait-elle vu? Elle était en train d'altérer les médicaments de l'aîné. Ou était-ce son imagination, fruit de la fatigue et de la peur de son premier jour? Non, ce n'était pas son imagination. Elle l'avait vu de ses propres yeux. Son instinct lui disait qu'elle assistait au début de quelque chose de terrible. Quelque chose qui, si elle n'y prenait pas garde, pourrait lui coûter plus que son emploi, pourrait lui coûter la vie, et pire encore, pourrait coûter la vie à cette vieille dame innocente qui dormait à l'étage, sans savoir que la femme qu'elle appelait sa fille tramait sa fin dans l'ombre. Au lever du soleil, le jardinier était déjà parmi les rosiers quand Lucie sortit jeter les poubelles. Ils restèrent seuls un instant, séparés à peine par une haie de fleurs. « Bonjour », dit-il en ôtant sa casquette avec un geste de respect qu'aucun riche ne lui avait jamais accordé. « Bonjour », répondit-elle, surprise. « J'ai vu ce qui s'est passé hier », dit Mathieu à voix basse. « La gifle, ce n'était pas bien. Personne ne mérite ça. » Lucie sentit un nœud dans sa gorge. C'était la première personne dans cette maison qui la traitait comme un être humain. « J'ai l'habitude », mentit-elle en haussant les épaules. « Eh bien, vous ne devriez pas », répondit-il, et il la regarda avec ses yeux sombres qui cachaient un secret de la taille de toute la fortune de Lacroix. Lucie ne le savait pas encore, mais elle venait de se faire un allié qui changerait son destin pour toujours. Et ensemble, sans encore l'imaginer, ils étaient sur le point de démasquer la femme la plus dangereuse qui n'ait jamais mis les pieds dans ce domaine. Ce qui allait suivre, aucun d'eux n'aurait pu le prévoir. Lucie ne ferma pas l'œil du reste de la nuit. L'image d'Isabelle versant des gouttes dans le flacon de médicaments s'était plantée dans son esprit comme une écharde. Le lendemain matin, alors qu'elle servait le petit déjeuner dans la grande salle à manger, elle observa chaque mouvement de la fiancée avec une attention qu'elle s'efforçait de dissimuler. Isabelle, assise en bout de table, comme si elle était déjà la maîtresse absolue de la maison, tartinait du beurre sur un toast avec l'élégance d'une reine. Elle portait une robe couleur crème impeccable, les cheveux attachés en une coiffure parfaite et un sourire de porcelaine qui n'atteignait pas ses yeux. « Lucie », dit-elle sans la regarder, « porte le thé de Madame Éléonore à sa chambre
et assure-toi qu'elle prenne tous ses médicaments, tous. Compris. Oui, mademoiselle, répondit Lucie en sentant un frisson. Elle monta le plateau avec des mains prudentes. En entrant dans la chambre de l'aîné, elle trouva madame Éléonore assise près de la fenêtre, contemplant le jardin avec une couverture sur les jambes. La lumière du matin adoucissait les rides de son visage et lui donnait un air de fragilité émouvante. « Bonjour, madame Éléonore », dit Lucie avec douceur. « Je vous apporte votre thé. » L'aîné se retourna et, en voyant le jeune visage de la jeune femme, sourit avec une chaleur que Lucie n'avait pas reçue dans cette maison. « Quelle jolie jeune fille !» dit madame Éléonore. « Vous êtes nouvelle. Je ne vous avais jamais vue auparavant. »« Oui, madame. Je suis arrivée hier. Je m'appelle Lucie. »« Lucie, quel joli nom. Ça signifie lumière, vous savez. » L'aîné tendit une main tremblante et prit celle de Lucie. « Vous avez des yeux de bonne personne, ma fille. Dans cette maison, il y a déjà peu de bonnes personnes. » Ces mots, prononcés avec tristesse, confirmèrent les soupçons de Lucie. Elle regarda le flacon de médicaments sur la table de chevet. C'était le même flacon qu'Isabelle avait manipulé à l'aube. Lucie le prit discrètement et l'examina. Les pilules semblaient normales à première vue, mais elle se souvenait clairement des gouttes qu'Isabelle avait versées. « Madame Éléonore, dit-elle avec prudence, depuis quand prenez-vous ces médicaments ? Ah, ma fille, depuis des mois, c'est pour le cœur. Avant, je me sentais bien forte, mais depuis quelques semaines, je ne sais pas, je me sens de plus en plus fatiguée, de plus en plus faible. Le médecin dit que c'est l'âge, mais moi, l'aîné baissa la voix. Moi, je sens que quelque chose ne va pas. » Lucie serra les lèvres. Les pièces commençaient à s'assembler de la pire des manières possibles. « Qui vous donne vos médicaments ?» demanda-t-elle. Avant l'infirmière, mais Isabelle l'a renvoyée la semaine dernière. Elle a dit qu'elle s'occuperait elle-même de moi, que pour ça elle allait faire partie de la famille. Madame Éléonore soupira. « Je veux croire qu'elle prend soin de moi avec tendresse. Mon fils Mathieu l'adore. Il va l'épouser, mais parfois, quand nous sommes seuls, elle me traite différemment, elle me parle mal, elle me dit des choses qui me blessent. Et puis, quand il y a du monde, elle redevient douce. Parfois, je pense que je suis folle, que ce sont des vieilles idées. »« Vous n'êtes pas folle » dit Lucie avec fermeté, sans pouvoir se retenir. « Je vous crois. » Les yeux de l'aîné se remplirent de larmes. « Vous êtes la première personne à me croire, ma fille. » Pendant ce temps, dans le jardin, Mathieu taillait les rosiers avec des mouvements mécaniques, mais son esprit était ailleurs. De sa position, il pouvait voir la fenêtre de la chambre de sa mère. Il vit la silhouette de Lucie se pencher avec tendresse vers madame Éléonore, lui prenant la main, lui parlant avec une douceur qu'il n'avait pas vue chez Isabelle une seule fois en 2 ans de fiançailles. Quelque chose remua dans sa poitrine, une sensation chaude et déconcertante. « Tu aimes beaucoup les fleurs, n'est-ce pas ?» La voix coupante d'Isabelle le fit sursauter. Elle était sortie dans le jardin et s'approchait d'un pas ferme, se protégeant du soleil avec une ombrelle blanche. Mathieu baissa la tête, cachant son visage sous sa casquette. « Oui, mademoiselle, les roses ont besoin de soins. Alors arrête de perdre ton temps à regarder les fenêtres et fais ton travail, » cracha Isabelle. « C'est pour ça qu'on te paie. Et autre chose, la nouvelle servante, celle aux yeux verts, l'as-tu vue rôder par ici ?» Le cœur de Mathieu s'accéléra. Pourquoi Isabelle s'informait-elle sur Lucie? « Non, mademoiselle, je ne m'occupe que du jardin. Tu as intérêt. Cette fille a l'air de se mêler de tout, et dans cette maison, les fouineurs ne durent pas. » Isabelle plissa les yeux. « Préviens-moi si tu la vois fureter là où elle ne devrait pas. Je te donnerai un bon pourboire. Compris, jardinier ?»« Comme vous voudrez, » murmura Mathieu, bouillant de rage intérieurement. Isabelle fit demi-tour et retourna à la maison avec son ombrelle. Mathieu la suivit du regard. Il était maintenant sûr. Isabelle voyait Lucie comme une menace. Et si Isabelle voulait se débarrasser de Lucie, c'est que la jeune femme aux yeux verts avait vu quelque chose qu'Isabelle ne voulait pas qu'on sache. Cet après-midi-là, Mathieu trouva l'occasion de parler seul à Lucie. La jeune femme était sortie étendre le linge dans la cour arrière, loin des regards de la maison. « Lucie !» l'aplatit la voix basse, s'approchant entre les draps tendus. Elle sursauta. « Oh, vous m'avez fait peur. Que voulez-vous? Je dois vous prévenir de quelque chose. Mademoiselle Isabelle a demandé après vous aujourd'hui. Elle m'a demandé de la prévenir si je vous voyais fureter là où vous ne deviez pas. » Mathieu la regarda sérieusement. « Quoi que vous ayez vu, faites attention. Cette femme est dangereuse. » Lucie l'observa longuement. Il y avait quelque chose chez ce jardinier qui ne collait pas. Sa façon de parler était trop cultivée. Ses mains, bien que tachées de terre, n'avaient pas les callosités d'un travailleur. Et son regard avait l'assurance d'un homme habitué à commander, non à obéir. « Pourquoi m'aidez-vous » demanda-t-elle. « Vous ne me connaissez pas. Et si Isabelle apprend que vous m'avez prévenu, elle vous renverra aussi. » Mathieu hésita. Il fut sur le point de tout lui dire, de confesser qui il était, mais il se retint. « Disons que je ne supporte pas les injustices, » répondit-il. « Et parce qu'hier, quand cette femme vous a frappé,
J'ai vu que vous n'avez pas baissé les yeux. Cela demande du courage. Plus de courage que n'en ont beaucoup de riches dans cette maison. » Lucie sentit qu'elle rougissait. Elle baissa les yeux vers les draps. « J'ai vu quelque chose la nuit dernière, » confessa-t-elle dans un murmure. « Quelque chose de mauvais. Mais si je vous le dis et que vous ne me croyez pas, vous allez penser que je suis folle. »« Je vais vous croire, » dit Mathieu avec une intensité qui la fit frissonner. « Dites-moi. » Lucie inspira profondément et lui raconta tout. Les pas dans la nuit, la silhouette d'Isabelle dans la cuisine, le flacon de médicaments, les gouttes de liquide transparent. Elle lui raconta aussi ce que Madame Éléonore lui avait avoué. La faiblesse croissante, le renvoi de l'infirmière, les mauvais traitements en cachette. Pendant qu'il écoutait, le visage de Mathieu s'assombrissait. Chaque mot était un poignard. La femme avec qui il allait se marier empoisonnait lentement sa propre mère pour l'héritage, pour la fortune de la Croix. « Êtes-vous sûr de ce que vous avez vu » demanda-t-il, la voix tremblante de rage contenue. « Aussi sûr que je suis là, debout » répondit Lucie. « J'ai vu comment elle versait les gouttes. J'ai vu son visage. Ce n'était pas le visage de quelqu'un qui prend soin d'une malade. C'était le visage de quelqu'un qui veut sa mort. » Mathieu ferma les yeux. Il avait besoin de preuves. La parole d'une servante et les soupçons d'une aînée ne suffisaient pas. S'il accusait Isabelle sans preuve, elle ferait la victime, le manipulerait comme elle avait manipulé tout le monde et peut-être accélérait-elle ses plans contre Madame Éléonore. « Écoutez-moi bien, Lucie, » dit-il en la prenant par les épaules. « Ne dites rien à personne, vous comprenez? Ni à Madame Éléonore. Nous avons besoin de preuves, de vraies preuves. Si nous agissons avant l'heure, Isabelle gagnera, et votre vie et celle de la dame seront en danger. Nous avons besoin, » répéta Lucie en fronçant les sourcils. « Pourquoi parlez-vous au pluriel? Qui êtes-vous réellement » Mathieu la lâcha et recula d'un pas. « Un instant, le masque menace de tomber. Je suis quelqu'un qui veut la même chose que vous, » dit-il enfin. « La justice pour cet aîné. Faites-moi confiance. Bientôt vous comprendrez tout. » Cette nuit-là, Lucie se coucha avec plus de questions que de réponses. Qui était ce jardinier qui parlait comme un seigneur et regardait comme un maître? Pourquoi le destin de Madame Éléonore l'importait-il tant? Et surtout, pourquoi son cœur s'accélérait-il chaque fois que ses yeux sombres la regardaient? Elle ne le savait pas. Mais elle savait une chose. Pour la première fois de sa vie, elle n'était pas seule dans son combat. Et ensemble, le jardinier mystérieux et la servante aux yeux verts allaient démasquer le serpent qui s'était infiltré dans ce foyer. Ce qu'aucun d'eux n'imaginait, c'est qu'Isabelle, depuis la fenêtre de sa chambre, les avait vus parler entre les draps tendus et dans son esprit froid et calculateur, une idée perverse commençait à prendre forme. Si la servante fouineuse et le jardinier indiscret voulaient se mêler de ses affaires, alors tous les deux devraient disparaître. Le lendemain matin, Isabelle descendit les escaliers avec un sourire qui glaçait le sang. Vêtue de blanc impeccable, elle ressemblait à une mariée avant l'heure. Mais Lucie savait déjà que derrière cette image angélique se cachait une vipère. « Lucie, » dit Isabelle d'une voix douce, trop douce, « j'ai décidé de vous confier une nouvelle responsabilité. À partir d'aujourd'hui, vous vous chargerez de donner les médicaments à Madame Éléonore 3 fois par jour. Je suis très occupé par les préparatifs du mariage. » Lucie sentit le sol se dérober sous ses pieds. Pourquoi Isabelle lui confiait-elle précisément cette tâche? C'était un piège. Si l'aîné empirait ou, pire encore, Lucie serait la seule responsable. La nouvelle servante, sans témoin, sans alibi, la coupable parfaite. Mais, mademoiselle, osa-t-elle dire, ne devrait-ce pas être une infirmière qui s'en charge? Je ne sais rien des médicaments. Vous n'avez rien besoin de savoir, coupa Isabelle, et un instant le sourire disparut, laissant voir le tranchant qui se cachait dessous. Vous lui donnez juste les pilules du flacon. Une le matin, une à midi, une le soir. Est-ce si difficile? Ou est-ce que les servantes d'aujourd'hui ne peuvent même plus faire ça? Non, mademoiselle. Je le ferai, je l'espère. Isabelle s'approcha tellement que Lucie put sentir son parfum cher. Et si quelque chose arrive à madame sous votre surveillance, eh bien, vous savez ce qui arrive aux servantes négligentes. La prison est pleine de jeunes filles comme vous. La menace resta suspendue dans l'air. Isabelle tourna sur ses talons et partit, laissant Lucie tremblante près de l'escalier. C'était brillant, pensa Lucie avec horreur. Isabelle lui tendait l'arme du crime pour qu'elle le commette elle-même sans le savoir. Si Lucie donnait ses pilules à Madame Éléonore, elle participerait à l'empoisonnement, et si elle refusait, elle serait renvoyée et laisserait l'aîné sans défense entre les mains de l'assassine. Elle devait parler au jardinier de toute urgence. Elle le trouva dans la serre au fond du jardin, en train de transplanter des orchidées. En la voyant entrer le visage défait, Mathieu posa ses outils immédiatement. « Que s'est-il passé » demanda-t-il. Lucie lui raconta le nouvel ordre d'Isabelle, le piège, la menace. « Elle veut que je lui donne le poison » dit-elle d'une voix brisée. « Et si je refuse, elle me renvoie. Que dois-je faire? Si je lui donne ces pilules, je suis complice d'une assassine, mais si je m'en vais,
Madame Éléonore reste seule avec elle. Mathieu serra les poings. La froideur du plan d'Isabelle le rendait malade. Mais il y voyait aussi enfin une opportunité. « Tu ne vas pas lui donner le poison, » dit-il calmement. « Tu vas lui donner les pilules, oui, mais pas celles du flacon qu'Isabelle a manipulé. » Lucie le regarda sans comprendre. « Écoute-moi bien, » continua Mathieu. « Aujourd'hui même, je vais me procurer un flacon identique avec les vrais médicaments pour le cœur dont Madame Éléonore a besoin, ceux prescrits par son médecin. Tu vas remplacer le contenu du flacon empoisonné par les vraies pilules. À Madame Éléonore, tu donneras les bonnes et nous garderons les empoisonnés comme preuve. Comme preuve. » Les yeux verts de Lucie s'illuminèrent en comprenant. « Si nous gardons les pilules qu'elle a altérées et que nous les faisons analyser, exactement. Nous aurons l'évidence dont nous avons besoin. Une analyse de laboratoire qui prouve que les médicaments ont été contaminés. Avec ça, Isabelle ne pourra pas faire la victime. Les preuves parleront d'elles-mêmes. » Pour la première fois depuis des jours, Lucie sentit un rayon d'espoir, mais une question continuait de la hanter. « Et comment vous, un jardinier, allez-vous obtenir des médicaments pour le cœur, payer une analyse de laboratoire? Cela coûte de l'argent, beaucoup d'argent. » Mathieu resta silencieux un instant. « J'ai des économies, » mentit-il maladroitement. « Et un ami qui travaille dans une pharmacie. Ne t'inquiète pas pour ça. Toi, concentre-toi sur la protection de la dame. » Lucie ne fut pas entièrement convaincue, mais elle acquiesça. Elle n'avait pas d'alternative. Cet homme mystérieux était son seul allié. Cet après-midi-là, Mathieu disparut pendant 2 heures. Il quitta le domaine par la porte de service, monta dans une vieille camionnette qu'il avait garée à quelques pâtés de maison, partit de son déguisement et conduisit jusqu'à une pharmacie privée du centre-ville. Là, avec sa carte personnelle cachée, il acheta les médicaments exacts que le cardiologue de sa mère avait prescrits, ainsi qu'un flacon vide identique à l'original. Il passa également un appel à un laboratoire de confiance, commandant une analyse urgente et discrète. Quand il revint, il remit à Lucie le flacon contenant les vrais médicaments lors d'une rencontre furtive près du cabanon. « Fais l'échange cette nuit quand tout le monde dormira », lui indiqua-t-il. « Vide le flacon empoisonné dans ce petit sac. » Il lui donna un petit sac en plastique refermable et remplit le flacon original avec ses bonnes pilules. À première vue, personne ne remarquera la différence. Cette nuit-là, tandis que le domaine dormait, Lucie se glissa jusqu'à la chambre de Madame Éléonore, le cœur battant. L'aîné dormait profondément. Sa respiration était fragile et haletante. Lucie prit le flacon sur la table de chevet, l'ouvrit et, les mains tremblantes, vida les pilules empoisonnées dans le petit sac en plastique. Puis elle remplit le flacon avec les vrais médicaments et le referma. Elle était sur le point de partir quand la voix de l'aîné la fit sursauter. « Lucie !» murmura Madame Éléonore en ouvrant les yeux. « C'est toi, ma fille ?»« Oui, madame » murmura Lucie en cachant le petit sac dans la poche de son tablier. « Je suis juste venue vérifier que vous alliez bien. Vous avez besoin de quelque chose? De l'eau ?» L'aînée sourit dans la pénombre. « Tu es un ange, dit-elle. Tu sais, la nuit dernière, j'ai rêvé de mon mari. Paix à son âme. Il m'a dit que bientôt quelqu'un arriverait à la maison qui nous sauverait tous. Une lumière. » Elle prit la main de Lucie. « Je crois que cette lumière, c'est toi, ma fille. » Les yeux de Lucie se remplirent de larmes. Elle serra la main ridée de l'aînée. « Je vais prendre soin de vous, Madame Éléonore. Je vous le promets, quoi qu'il arrive. » Ce qu'aucune des deux ne savait, c'est que de l'autre côté de la porte, une ombre écoutait. Isabelle, qui s'était levée pour boire de l'eau, avait vu la faible lumière sous la porte de la chambre de l'aîné. Elle s'approcha en silence et colla son oreille au bois. Elle n'entendit pas tout, mais elle entendit suffisamment. « Je vais prendre soin de vous, quoi qu'il arrive. » La voix de la servante fouineuse dans la chambre de l'aîné en pleine nuit. Les yeux d'Isabelle se plissèrent de fureur. Cette jeune fille aux yeux verts se mêlait trop des affaires. Elle créait un lien avec Madame Éléonore, et c'était inacceptable. Si l'aîné venait à faire plus confiance à la servante qu'à elle, tout son plan pourrait s'effondrer. Isabelle retourna à sa chambre d'un pas ferme, prit son téléphone et composa un numéro. De l'autre côté répondit une voix masculine, rauque. « Fernand, » dit Isabelle à voix basse, « nous devons accélérer les choses. Il y a une complication, une servante fouineuse qui s'approche trop de la vieille. » Elle fit une pause. « Non, pas encore. Mais si ça continue, elle va tout gâcher. J'ai besoin d'un plan pour me débarrasser d'elle. Quelque chose de propre, quelque chose qui ressemble à un accident ou à un vol. » La voix de l'autre côté murmura quelque chose. « Parfait, » répondit Isabelle avec un sourire cruel. « Toi, occupe-toi des documents de l'héritage. Moi, je m'occupe de la vieille et de la fouineuse. » Elle raccrocha et se coucha satisfaite, sans savoir que les pilules qui empoisonnaient Madame Éléonore n'étaient plus dans le flacon, que chaque dose que l'aîné prendrait à partir de cette nuit était une médecine pure, vraie, curative, et que la santé de la dame, au lieu de continuer à se détériorer, commencerait à s'améliorer, ce qui, ironiquement,
serait la première fissure visible dans le plan parfait d'Isabelle. Le lendemain matin, Lucie remit le petit sac contenant les pilules empoisonnées à Mathieu dans le jardin. « Voici la preuve, dit-elle. Êtes-vous sûr que votre ami du laboratoire peut les analyser ?»« Certain, répondit Mathieu en rangeant le petit sac avec soin. Dans quelques jours, nous aurons les résultats, et alors Isabelle tombera. Ils se regardèrent dans les yeux. Dans cet échange, il y avait plus que de la complicité, quelque chose qu'aucun des deux n'osait encore nommer. « Lucie, dit Mathieu soudain, merci de prendre un tel risque, pour une vieille dame qui n'est même pas de votre famille. Madame Éléonore m'a traité avec gentillesse dès le premier jour, répondit-elle. Dans cette maison où tout le monde me voit comme une moins que rien, elle m'a vu comme une personne. Cela n'a pas de prix. Elle fit une pause et le regarda. Et vous aussi. Vous m'avez bien traité, bien que je ne sache toujours pas qui vous êtes réellement. Mathieu sourit, et un instant Lucie vit dans ce sourire quelque chose qui la laissa sans voix. Une noblesse, une élégance qui n'appartenait à aucun jardinier du monde. Bientôt vous saurez, dit-il, je vous le promets. Mais le temps manquait car pendant qu'ils tramaient leur plan pour sauver Madame Éléonore, Isabelle tramait déjà le sien pour les détruire tous les deux. Et la guerre silencieuse qui se déroulait dans ce domaine était sur le point d'éclater en plein jour. Les jours passèrent et quelque chose d'extraordinaire commença à se produire au domaine Delacroix. Madame Éléonore commença à s'améliorer. La couleur revint à ses joues. La faiblesse qui l'avait confinée à son fauteuil roulant pendant des semaines se dissipa. Un matin, à la stupéfaction de toute la domesticité, l'aînée se leva toute seule. Elle marcha jusqu'à la fenêtre, s'appuyant à peine sur sa canne, et demanda qu'on lui serve le petit déjeuner dans le jardin sous le soleil. « Je me sens comme neuve », s'exclama-t-elle en respirant l'air frais du matin. Raclement de gorge. Il y avait des mois que je ne m'étais pas sentie aussi forte. Ce doit être cet air, ces si belles fleurs que le jardinier entretient. Isabelle, qui déjeunait à ses côtés, s'étouffa presque avec son café. Elle observait l'aîné avec un mélange d'incrédulité et de rage mal dissimulée. Comment était-ce possible? Les doses restaient les mêmes. Le flacon était toujours à sa place et pourtant, la vieille, au lieu de s'éteindre, fleurissait comme les rosiers du jardin. « Quelle merveille, Madame Éléonore !» dit Isabelle avec un sourire forcé. « Bien que vous ne devriez pas faire autant d'efforts, à votre âge, les efforts peuvent être dangereux. Ne préférez-vous pas vous reposer dans votre chambre ?»« Pas question de se reposer », répliqua l'aînée avec une énergie qu'elle n'avait pas eue depuis des semaines. « J'en ai assez d'être enfermée. Aujourd'hui, je veux vivre. Lucie, ma fille, m'accompagnes-tu faire un tour dans le jardin ?»« Avec grand plaisir, madame », répondit Lucie, retenant un sourire. Isabelle les observa s'éloigner, l'aînée au bras de la servante, riant comme deux vieilles amies, et dans son esprit froid, les alarmes se déclenchèrent. Quelque chose avait mal tourné, terriblement mal, et elle était sûre que cette servante aux yeux verts y était pour quelque chose. Dans le jardin, Madame Éléonore marchait lentement au bras de Lucie, s'arrêtant pour admirer chaque fleur. Mathieu, qui taillait des arbustes à proximité, leva les yeux en les voyant. Le cœur lui serra de l'émotion en voyant sa mère debout, forte, souriante, vivante. Pendant des semaines, il avait craint de la perdre. Et maintenant, grâce à cette jeune femme, sa mère redevenait elle-même. « Jardinier », l'appela Madame Éléonore, « viens ici. » Mathieu s'approcha en baissant la tête avec respect. « Oui, madame. Tes fleurs m'ont guéri, jeune homme, » dit l'aîné les yeux brillants. « Que Dieu te bénisse. Tu as des mains d'ange. » Mathieu sentit un nœud dans sa gorge. Sa mère ne le reconnaissait pas derrière la barbe, la casquette et la salopette. Elle lui parlait comme à un simple serviteur et pourtant, dans ses paroles, il y avait tout l'amour dont il se souvenait enfant. « Merci, Madame Éléonore, » murmura-t-il ému. « C'est un honneur pour moi de prendre soin des fleurs de cette maison. » L'aîné regarda Lucie, puis le jardinier, et une étincelle espiègle brilla dans ses yeux fatigués. « Quel bel père vous feriez tous les deux !» dit-elle soudain. Lucie rougit jusqu'aux oreilles. « Madame Éléonore, que dites-vous ?»« Oh, ma fille, je suis vieille, pas aveugle, » rit l'aîné. « J'ai vu comment vous vous regardez, comme mon défunt mari et moi nous regardions quand nous étions jeunes. L'amour ne se cache pas, ma fille, même avec tous les uniformes du monde. » Mathieu et Lucie se regardèrent et un instant le temps sembla s'arrêter. Tous deux détournèrent le regard, rougissant, tandis que Madame Éléonore riait, satisfaite. Cet après-midi-là, après que l'aîné se fut retiré pour se reposer, Mathieu et Lucie se retrouvèrent à nouveau dans la serre. L'air était chargé d'un doux parfum de fleurs et de quelque chose d'autre. Quelque chose qu'aucun des deux n'osait nommer. « Votre mère, je veux dire Madame Éléonore, va très bien, » dit Lucie brisant le silence. « Le changement de médicament a fonctionné. »« Oui, » répondit Mathieu, la regardant avec une tendresse qui la faisait trembler. « Et tout cela grâce à vous. Vous lui avez sauvé la vie, Lucie. Si vous n'aviez pas vu Isabelle manipuler les médicaments cette nuit-là, et si vous n'aviez pas eu le courage d'agir, la dame serait déjà morte. »
Lucie remarqua le lapsus, mais ne dit rien. « Nous l'avons fait ensemble, » répondit-elle. « Vous avez procuré les médicaments. J'ai juste suivi vos instructions. Ne vous dévalorisez pas, » dit-il en faisant un pas vers elle. « Vous êtes la femme la plus courageuse que j'ai jamais connue et la plus bonne. Dans un monde rempli de gens comme Isabelle, trouver quelqu'un comme vous est un miracle. » Ils étaient si proches que Lucie pouvait sentir la chaleur de son corps. Ses yeux verts rencontrèrent ses yeux sombres, et pendant un instant éternel, il sembla qu'ils allaient s'embrasser. Mais Lucie recula, le cœur battant. « Je ne peux pas, » murmura-t-elle. « Vous êtes un mystère, monsieur le jardinier. Je ne sais pas qui vous êtes. Je ne sais pas d'où vous venez. Vous parlez comme un homme riche. Vous avez de l'argent pour des médicaments et des analyses de laboratoire, et vous vous cachez derrière une salopette. Comment pourrais-je vous donner mon cœur à quelqu'un qui ne me dit même pas sa vérité ?» Mathieu baissa le regard. Elle avait raison, et cela lui faisait mal de lui mentir. « Lucie, il y a des choses que je ne peux pas encore vous dire, non pas parce que je ne veux pas, mais parce que le faire maintenant mettrait en péril tout ce que nous essayons d'accomplir. Mais je vous jure sur la mémoire de mon père que très bientôt vous saurez toute la vérité, et quand vous la saurez, vous comprendrez pourquoi j'ai dû me cacher. Je ne vous demande qu'une chose, faites-moi un peu plus confiance. » Lucie le regarda longuement. Chaque fibre de son bon sens lui disait de se méfier. Mais son cœur lui disait autre chose. « Je vous fais confiance, » dit-elle enfin. « Que Dieu me protège, mais je vous fais confiance. » À ce moment, la porte de la serre s'ouvrit brusquement. C'était Isabelle, le visage enragé. « Tiens, c'est ici que vous étiez, » cria-t-elle. La servante et le jardinier se cachant comme deux rats. « C'est ce que vous faites pendant vos heures de travail. Flirteur sur ma propriété. » Lucie recula d'un pas, mais Mathieu resta ferme. « Nous parlions juste du jardin, mademoiselle, » dit-il calmement. « Ne me mens pas, misérable, » explosa Isabelle. Elle s'approcha de Lucie et la désigna d'un doigt tremblant de rage. « Et toi, sale servante, je t'ai observé. Tu t'introduis dans la chambre de Madame Éléonore à des heures indues, tu lui remplis la tête d'idées, tu lui murmures on ne sait quoi. Que prétends-tu? T'accaparer l'héritage des Delacroix en te faufilant dans le cœur de la vieille? Je ne prétends rien, mademoiselle, » répondit Lucie avec dignité. Je ne fais que prendre soin d'elle. C'est mon travail. Ton travail est de nettoyer les sols et de te taire. » Isabelle leva la main pour la gifler à nouveau, mais cette fois une main ferme arrêta son poignet en l'air. C'était Mathieu. « Ne la touchez pas, » dit-il d'une voix si profonde et autoritaire que pour un instant, Isabelle resta paralysée. Ce n'était pas la voix d'un jardinier. C'était la voix d'un homme habitué à être obéi. Isabelle le regarda, déconcertée. Quelque chose dans ses yeux sombres lui semblait étrangement familier. Mais elle ne parvint pas à l'identifier. « Comment oses-tu me poser la main dessus, serviteur ?» cracha-t-elle en se libérant violemment. « Tu es renvoyé. Vous êtes tous les deux renvoyés. Hors de ma maison tout de suite. Ce n'est pas encore votre maison, mademoiselle Isabelle, » répondit Mathieu avec froideur. « Et les employés sont embauchés et renvoyés par la famille Delacroix, pas par vous. » Isabelle resta muette de rage. Jamais, en 2 ans, un serviteur ne lui avait parlé ainsi. Un instant, elle eut peur, une peur irrationnelle, comme si ce jardinier savait quelque chose qu'elle ignorait. « Ça ne va pas en rester là, » siffla-t-elle. « Je vais parler à Madame Éléonore, et quand je serai mariée à Mathieu, la première chose que je ferai sera de vous mettre à la porte tous les deux. Profitez de vos derniers jours ici, car je vais vous les rendre infernaux. » Elle tourna sur ses talons et partit en furie, trébuchant presque sur le pot de fleurs de l'entrée dans sa hâte. Ce qu'Isabelle ne remarqua pas, c'est que 2 des employés de cuisine, Rose et Carmen, avaient assisté à une partie de la scène depuis la porte de la serre. Les 2 femmes, qui travaillaient dans le domaine depuis des années et qui avaient supporté en silence les mépris d'Isabelle, échangèrent un regard étonné. Elles n'avaient jamais vu personne tenir tête à la fiancée de monsieur, et encore moins un humble jardinier. « Tu as vu ça ?» murmura Rose. « Une femme dodue aux mains abîmées par le travail. » Le jardinier a attrapé la main de mademoiselle Isabelle, il lui a parlé comme si c'était le maître de maison et il a défendu Lucie, répondit Carmen, plus jeune, avec un sourire d'admiration. Enfin quelqu'un lui rabat le caquet à cette femme. Que Dieu les entende, car cette Isabelle est le diable en personne avec une robe chère. Les 2 se retirèrent rapidement avant d'être découvertes, mais la rumeur courait déjà. À l'heure du déjeuner, toute la domesticité savait que le jardinier avait défié Isabelle. Et bien que personne n'osât le dire à voix haute, sur les visages fatigués des domestiques commençait à naître quelque chose qu'ils n'avaient pas ressenti depuis longtemps dans cette maison. L'espoir. Quand ils furent seuls, Lucie respirait à bout de souffle. « Elle vient de signer notre arrêt de mort, » dit-elle. « Elle va trouver un moyen de nous détruire. »« Quel essai ?» répondit Mathieu, bien qu'il sût intérieurement que le danger était réel. « Les résultats du laboratoire arrivent dans 2 jours. Nous n'avons qu'à tenir 2 jours de plus. Après, tout changera. » Mais 2 jours entre les mains d'une femme comme Isabelle pouvaient être une éternité. Et cette même nuit,
Isabelle allait rencontrer secrètement Fernand pour mettre en œuvre le plan le plus cruel de tous. Un piège qui laisserait Lucie non seulement sans travail, mais accusée d'un crime qu'elle n'avait pas commis. Un piège, la tempête ne faisait que commencer. Cette nuit-là, tandis que le domaine dormait, Isabelle reçut une visite par la porte de derrière. C'était Fernand, un homme grand, en costume sombre et au regard de glace, avocat de profession, criminel de vocation. Il était depuis des années le complice secret d'Isabelle, le cerveau froid derrière chacun de ses plans. Ils s'enfermèrent dans le bureau, loin des oreilles indiscrètes. « La vieille s'est améliorée », dit Isabelle en se servant un whisky, les mains crispées. « Je ne comprends pas, les doses étaient parfaites. Dans quelques semaines, elle aurait dû être morte. Et au lieu de ça, elle se promène dans le jardin comme une jeune fille. » Fernand plissa les yeux. « Quelqu'un a changé les médicaments, » dit-il calmement. « C'est la seule explication. Quelqu'un a découvert ton plan et a remplacé les pilules empoisonnées par les vraies. » Isabelle pâlit. « La servante, » murmura-t-elle. « La servante aux yeux verts. Elle va dans la chambre de la vieille. C'est elle qui lui donne les médicaments maintenant. Ça doit être elle. Alors ta servante en sait trop, » conclut Fernand. « Et si elle sait pour les médicaments, ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle ne rassemble des preuves et t'accuse. Il faut la neutraliser. Tout de suite. Comment? Je ne peux pas simplement la renvoyer. Madame Éléonore l'adore, et ce jardinier fouineur la défend. » Fernand sourit, et ce fut un sourire qui glaça le sang. « Tu ne vas pas la renvoyer, » dit-il. « Tu vas la couler. Nous allons faire croire que c'est une voleuse. J'ai un collier de diamants de ma dernière acquisition. Demain, tu le caches parmi ses affaires dans sa chambre de service. Ensuite, tu déclares qu'il manque un bijou de famille précieux. Tu appelles la police, il la fouille, trouve le collier dans ses affaires, et la servante honnête et courageuse finit menottée en route pour la prison, où personne ne croira plus un seul mot de ce qu'elle dira sur toi. » Isabelle le regarda avec une admiration perverse. « Tu es brillant, » dit-elle. « Une voleuse en prison n'est le témoin de rien. Et si la vieille la défend, nous dirons que la servante l'a manipulée pour la voler. » « Exactement. Et au passage, tu te débarrasses du problème à la racine. » Fernand posa le collier de diamants sur le bureau. « Demain à midi, je m'occupe de prévenir un contact à la police pour que tout soit efficace. » Isabelle prit le collier et le contempla sous la lumière. Les pierres brillaient comme ses yeux emplis de cupidité. « Pauvre servante, » dit-elle avec une fausse pitié, « si courageuse, si bonne. Quel dommage qu'elle se soit mêlée de ceux qui ne la regardaient pas. » Au lever du jour, Isabelle exécuta son plan avec une précision chirurgicale. Profitant que Lucie était occupée à servir le petit déjeuner, elle se glissa jusqu'à la petite chambre de bonne de la jeune femme. La chambre était minuscule, à peine un lit de camp, une chaise et une petite valise en tissu où Lucie rangeait ses rares affaires. Isabelle ouvrit la valise, cacha le collier de diamants parmi les vêtements humbles de la servante et la referma. Tout en moins d'une minute. Elle sortit sans que personne ne la voie, avec un sourire de satisfaction. À midi, les cris d'Isabelle résonnèrent dans tout le domaine. « On m'a volé. Il manque le collier d'émeraude de la famille Delacroix. Un collier qui vaut une fortune. Quelqu'un l'a volé. » Le chaos éclata. Madame Éléonore descendit armée de sa canne. Les domestiques se rassemblèrent dans le salon principal, effrayés, puis la police arriva. 2 agents qui, opportunément, arrivèrent en un temps record. « Je sais qui c'est », déclara Isabelle devant les agents, désignant Lucie d'un doigt accusateur. « Cette servante est arrivée récemment. Elle n'a pas de référence fiable et s'est comportée de manière suspecte, rôdant toujours, s'introduisant dans les chambres. Fouillez sa chambre. Je suis sûr que vous y trouverez le collier. »« Je n'ai rien volé, » protesta Lucie, blanche comme un linge. « Je suis innocente. Je ne toucherai jamais à quelque chose qui n'est pas à moi. »« Nous verrons bien, » dit l'un des agents. « Accompagnez-nous dans votre chambre, mademoiselle. » Madame Éléonore fit un pas en avant, indignée. « C'est absurde. Lucie est incapable de voler. » Je réponds d'elle. « C'est la jeune fille la plus honnête qui ait jamais mis les pieds dans cette maison. »« Avec tout le respect que je vous dois, madame, » dit Isabelle d'une douceur venimeuse. « Vous êtes vieille et vous vous attachez facilement. Vous ne connaissez pas ces gens comme moi. Les apparences sont trompeuses. » Ils montèrent tous à la chambre de bonne. L'agent ouvrit la valise de Lucie et, sous le regard horrifié de la jeune femme, sortit des vêtements un collier de diamants étincelants. « Est-ce ce collier, mademoiselle ?» demanda l'agent. « Oui, c'est celui-là !» s'exclama Isabelle avec un faux soulagement. « Je le savais, voleuse !» Lucie sentit le monde s'effondrer sous ses pieds. « Je n'ai jamais mis ça, là !» cria-t-elle, les larmes coulant sur son visage. « On me l'a mis, madame Éléonore. Croyez-moi, s'il vous plaît, je n'ai pas fait ça. »« Je te crois, ma fille, je te crois !» dit l'aîné en pleurant, mais sa voix fragile n'avait aucun pouvoir contre la machinerie qu'Isabelle avait mise en marche. « Mademoiselle, vous êtes en état d'arrestation pour vol », dit l'agent en sortant les menottes. « Vous avez le droit de garder le silence. » À cet instant,
Mathieu fit irruption dans la chambre. Il avait entendu le tumulte depuis le jardin et accourait, toujours avec sa salopette et sa casquette. « Attendez !» cria-t-il. « C'est un piège. Ce bijou a été placé. Lucie est innocente. » Isabelle se tourna vers lui avec mépris. « Ah, le jardinier amoureux. Bien sûr que tu la défends. Agent, ignorez ce serviteur. Ce n'est qu'un complice sentimental de la voleuse. Si vous continuez à déranger, arrêtez-les tous les deux. » Mathieu serra les poings. C'était le moment. Il pouvait révéler son identité tout de suite. Arrêter tout cela d'une seule phrase. « Je suis Mathieu Delacroix. Le propriétaire de cette maison et cette femme est une imposture. » Mais quelque chose l'arrêta. Les résultats du laboratoire n'étaient pas encore arrivés. S'il révélait son identité, maintenant, sans les preuves de l'empoisonnement en main, Isabelle tordrait l'histoire, ferait la victime, alléguerait qu'il avait perdu la raison à cause de la servante. Il avait besoin de toutes les preuves pour la détruire une fois pour toutes, et il fallait que ces preuves soient irréfutables. Il prit une décision déchirante. « Lucie, dit-il en la regardant dans les yeux avec une intensité qu'elle ne comprit pas, « écoute-moi, ça va se résoudre. Je te le jure sur ma vie. Tiens bon, je ne t'abandonnerai pas. Tu m'entends ? Quoi qu'il arrive, je te sortirai de là. » Lucie, tandis que les agents lui mettaient les menottes, le regarda les yeux pleins de larmes et d'une question muette. « Pourquoi ne fais-tu rien si tu dis avoir tant de pouvoir ? Je vous fais confiance, murmura-t-elle, répétant les mots qu'elle lui avait dits dans la serre. « Que Dieu me protège, mais je vous fais confiance. » Et on l'emmena. Dans la voiture de patrouille en route vers le commissariat, Lucie regardait par la fenêtre les rues de la ville qui s'estompaient à travers ses larmes. Elle pensait à sa mère malade, là, bas au village, qui dépendait de l'argent qu'elle envoyait. Que deviendrait-elle maintenant que sa fille était en prison, accusée de vol? Elle pensait à Madame Éléonore, sans défense à nouveau entre les mains de cette femme, et elle pensait au jardinier, à cet homme mystérieux qui lui avait juré de la sauver, mais qui, au moment décisif, était resté paralysé à la regarder. « Fais-moi confiance », lui avait-il dit tant de fois, et elle avait fait confiance. Aurait-elle été idiote? L'aurait-il trompé lui aussi? Au commissariat, on l'a mis dans une cellule froide et grise, avec deux autres femmes au regard dur. Lucie s'assit dans un coin, serrant ses genoux. Jamais de sa vie elle ne s'était sentie si seule, si humiliée, si perdue. Elle était pauvre, oui. Elle avait nettoyé des sols et supporté des mépris toute sa vie, mais son honneur avait toujours été la seule chose que personne ne pouvait lui enlever. Et maintenant, même cela lui avait été arraché par un mensonge. « Je suis innocente !» murmura-t-elle à elle-même, s'accrochant à ces mots comme à une bouée de sauvetage. « Je suis innocente! Dieu sait que je suis innocente. » Et au milieu de l'obscurité de cette cellule, une seule chose la maintenait debout, le souvenir de ses yeux sombres et la promesse qu'il lui avait faite. « Je ne t'abandonnerai pas. » Elle voulait le croire. Elle avait besoin de le croire. L'image de Lucie menottée montant dans la voiture de patrouille, la tête haute malgré l'humiliation, s'était gravée dans l'âme de Mathieu. À côté de lui, Madame Éléonore pleurait, inconsolable. « C'est mal, mon fils », murmura l'aîné sans savoir qu'elle parlait à son propre fils. « Cette jeune fille est innocente, je le sais. Une mère sait ces choses. Isabelle, elle me fait peur, chaque jour davantage. » Isabelle, satisfaite, observait la scène depuis la fenêtre avec une coupe de vin à la main. « Un problème de moins, » murmura-t-elle à elle-même. « Maintenant, il ne reste plus que la vieille et toute la fortune Delacroix sera à moi. » Mais ce qu'Isabelle ne savait pas, c'est que ce même après-midi, dans une clinique privée de l'autre côté de la ville, un messager remettait une enveloppe entre les mains d'un homme. À l'intérieur se trouvaient les résultats de l'analyse de laboratoire, la preuve scientifique et irréfutable que les médicaments de Madame Éléonore avaient été contaminés par une substance toxique conçue pour provoquer un arrêt cardiaque lent et silencieux. Et cet homme qui recevait l'enveloppe n'était pas un jardinier, c'était Mathieu Delacroix. Et pour la première fois depuis des semaines, son visage ne reflétait pas la douleur, mais une fureur froide et déterminée. Il avait la preuve, il avait l'arme, et maintenant il allait l'utiliser pour faire deux choses. Libérer la femme qu'il aimait et faire tomber Isabelle Montaigne avec tout le poids de la vérité. L'heure de retirer son masque était arrivée. Ce même après-midi, Mathieu se mua avec la vitesse et le pouvoir de celui qui, malgré la salopette de jardinier, était le propriétaire de l'une des plus grandes fortunes de France. Il passa des appels, mobilisa ses contacts. Son avocat personnel, le vrai, un homme intègre nommé Maître Bernard Legrand, se présenta au commissariat avec un mandat et une caution, mais Mathieu lui donna des instructions précises. Il ne devait pas encore révéler qui était derrière la libération. Pas encore. Pendant ce temps, Mathieu rassembla tout, l'enveloppe du laboratoire avec la preuve de l'empoisonnement, les registres de la pharmacie où Isabelle avait acheté des substances, sous un faux nom que son détective privé avait retrouvé, et le témoignage de Rose et Carmen, les cuisinières,
qui avait vu Isabelle sortir de la chambre de service de Lucie juste avant le supposé vol. Carmen, de plus, avait trouvé quelque chose de crucial. L'étui vide du collier volé caché dans la chambre d'Isabelle elle-même. Le piège était découvert. À la tombée de la nuit, Lucie sortit libre du commissariat. Une voiture l'attendait, et à l'intérieur, à sa surprise, se trouvait Maître Legrand. « Mademoiselle Dubois, je suis avocat. Je viens de la part de quelqu'un qui croit en votre innocence et qui a payé votre liberté. Il m'a demandé de vous ramener au domaine de la Croix. » « De la part de qui ?» demanda Lucie déconcertée. « Bientôt vous le saurez, » répondit l'avocat avec un sourire énigmatique. Lucie sentit son cœur faire un bond. Une seule personne lui parlait toujours avec ces mêmes mots. Le jardinier. Mais comment un jardinier pouvait-il payer des avocats et des cautions? Les pièces commencèrent à s'assembler dans son esprit. L'argent pour les médicaments, l'analyse de laboratoire, la façon cultivée de parler, les mains sans callosité, l'autorité avec laquelle il avait arrêté la main d'Isabelle et cette phrase que l'avocat répétait « Quelqu'un qui croit en votre innocence ». Lucie sentit un frisson parcourir son dos. Serait-ce possible? Le jardinier serait-il quelqu'un de beaucoup plus important qu'il n'y paraissait? « Dites-moi au moins une chose », demanda Lucie à l'avocat, tandis que la voiture avançait sur la route sombre. « Comment va Madame Éléonore ?» La vieille dame du domaine. « J'ai un mauvais pressentiment. S'il vous plaît, dites-moi qu'elle va bien. » Le visage de Maître Legrand s'assombrit. « Je n'ai pas eu de nouvelles de madame depuis cet après-midi, » admit-il. « Mais mon client m'a demandé de vous emmener d'urgence. Il était très pressé de retourner au domaine. » Le sang de Lucie se glaça. Si Mathieu était si pressé, c'est que quelque chose de terrible était sur le point de se produire. Isabelle était restée seule avec Madame Éléonore et Lucie était hors de son chemin. Plus rien n'arrêtait l'assassine. « Plus vite, s'il vous plaît, » supplia Lucie. « Nous devons arriver maintenant. Madame est en danger. » Pendant ce temps, au domaine, la nuit était devenue sinistre. Isabelle, croyant qu'elle avait le champ libre, décida de porter le coup fatal à Madame Éléonore. Avec Lucie en prison et le jardinier neutralisé, personne ne pourrait l'arrêter. Elle monta à la chambre de l'aîné avec un verre de lait tiède à la main. À l'intérieur, elle avait dissous une dose massive de la substance toxique. Cette fois, ce ne serait pas un poison lent. Cette fois, ce serait définitif. « Madame Éléonore, » dit-elle d'une voix mielleuse, « je vous ai apporté votre lait pour que vous dormiez bien. Ce fut une journée si difficile. » L'aînée, assise dans son lit, regarda le verre avec méfiance. Quelque chose en elle, cet instinct que Dieu donne aux mères, lui criait de ne pas le boire. « Je n'ai pas soif, ma fille, » dit-elle. « Laissez-le sur la table de chevet. Je le boirai plus tard. »« Non, non, » insista Isabelle en lui rapprochant le verre des lèvres avec un sourire tendu. « Prenez-le maintenant pendant qu'il est chaud. Je vous le tiens. »« Je vous ai dit que je ne voulais pas, » répliqua l'aîné avec une fermeté inhabituelle, écartant le verre. Le visage d'Isabelle se transforma. Le masque de douceur tomba complètement, révélant la vraie femme, froide, cruelle, désespérée. « Vieille obstinée, » cracha-t-elle. « Tu sais quoi? J'en ai marre de faire semblant, marre de te sourire, de prendre soin de toi, de supporter ton petit-fils amoureux et ta maison pleine de domestiques inutiles. Tu vas boire ce lait, que tu le veuilles ou non, et demain tu te réveilleras morte paisiblement dans ton lit. Le cœur, diront-ils, l'âge, et personne ne se doutera de rien. » Madame Éléonore la regarda avec horreur, comprenant enfin toute la vérité. « Tu m'as empoisonné, » murmura-t-elle. « Les médicaments, la faiblesse. Mon Dieu, la servante avait raison. Tu veux me tuer. »« Bien sûr que je veux te tuer, » cria Isabelle, perdant tout contrôle. « Cela fait 2 ans que je supporte cette farce pour m'emparer de la fortune de la Croix. Ton fils est un imbécile amoureux, facile à manipuler, et tu es le seul obstacle qui reste. Bois ce lait. » Elles se chamaillèrent. L'aîné, avec la force que donne le désespoir, réussit à jeter le verre par terre, qui se brisa en 1000 morceaux. Le lait empoisonné se répandit sur le marbre. « Au secours !» cria Madame Éléonore de toutes ses forces. « Au secours, elle veut me tuer. » Isabelle, hors d'elle, l'attrapa par le cou. « Tais-toi, vieille, tais-toi une bonne fois pour toutes. » À cet instant précis, la porte du domaine s'ouvrit en grand. Lucie était arrivée. En entendant les cris, elle monta les escaliers en courant, le cœur battant, et entra dans la chambre juste à temps. « Lâchez-la !» rugit Lucie, se jetant sur Isabelle et la séparant de l'aînée. Les 2 femmes tombèrent au sol, se battant parmi les éclats de verre. Isabelle, aveuglée par la fureur, se releva et accula Lucie contre le mur. « Toi, siffla-t-elle, sale servante fouineuse, comment es-tu sortie de prison? Tu as tout gâché. Je vais te tuer toi aussi. » Elle leva la main et un fragment tranchant du verre brisé y brillait. Lucie leva les 2 bras pour se protéger, se défendant avec courage,
s'interposant entre l'assassine et l'aîné qui pleurait recroquevillé dans son lit. « Vous ne poserez pas la main sur Madame Éléonore » cria Lucie, soutenant le regard de son agresseur sans reculer. « Il faudra d'abord passer sur moi. » La lutte se déplaça dans le couloir, puis dans les escaliers jusqu'à la grande cuisine en marbre du domaine. Là, sous les lumières des lustres et près des grandes baies vitrées donnant sur le jardin, éclata la confrontation finale. Isabelle, la robe rouge déchirée et le visage déformé par la haine, accula Lucie contre le plan de travail. « Tu vas mourir ici, tout comme la vieille !» cria Isabelle, la désignant du fragment de verre, prête à attaquer. Lucie, la joue marquée et la lèvre en sang de la lutte, ne baissa pas le regard. Elle leva les deux mains en geste défensif, avec un calme et un courage désarmant. « Je n'ai pas peur de vous, » dit-elle. « Dieu est de mon côté et la vérité aussi. » Madame Éléonore, qui les avait suivis, s'appuyant sur le mur, pleurait assise dans le coin du coin repas, se couvrant la bouche d'une main tremblante, assistant, terrifiée, à la façon dont cette humble jeune femme en uniforme bleu risquait sa vie pour la protéger. Et puis une figure apparut sur le seuil de la cuisine. Le jardinier Mathieu, avec sa salopette verte, sa casquette et ses gants jaunes, resta pétrifié à l'entrée, contemplant la scène. Isabelle sur le point de blesser Lucie, sa mère pleurant dans le coin, les verres brisés, le lait empoisonné. Un instant, le monde entier sembla retenir sa respiration. « Isabelle » dit Mathieu d'une voix grave qui résonna dans la cuisine. « Lâche ça tout de suite. » Isabelle se tourna vers lui, haletante, les yeux exorbités. « Tu ne me donnes pas d'ordre, sale jardinier !» cria-t-elle. « Va-t'en d'ici avant que je ne te coupe toi aussi. »« Non !» répondit Mathieu en faisant un pas en avant, sa voix de plus en plus ferme, de plus en plus puissante, se dépouillant de toute humilité feinte. « Tu vas lâcher ce verre, tu vas t'éloigner de ces deux femmes et tu vas écouter très attentivement ce que je vais te dire. » Quelque chose dans son ton fit hésiter Isabelle. Cette autorité, cette présence, ce n'était pas un serviteur. Impossible. « Qui crois-tu être ?» balbutia-t-elle. Mathieu porta ses mains à sa casquette. Lentement, il l'ôta. Puis il arracha la fausse barbe qui avait complété son déguisement pendant des semaines. Et enfin, sous la lumière des lustres, son vrai visage fut découvert. Le visage qu'Isabelle connaissait parfaitement. Le visage de l'homme qu'elle allait épouser. « Mathieu !» balbutia Isabelle en reculant, le fragment de verre tombant de sa main et s'écrasant sur le sol. « Tu es le jardinier. Je suis Mathieu Delacroix, » dit-il avec une froideur tranchante. « Propriétaire de cette maison, fils de la femme que tu as tenté d'assassiner, et j'étais ici déguisé à t'observer pendant des semaines. J'ai tout vu, Isabelle, absolument tout. » Madame Éléonore étouffa un cri de son coin. « Fils, Mathieu, le jardinier, c'était toi tout ce temps. » Et Lucie, les mains toujours levées, sentit le sol s'ouvrir sous ses pieds, en comprenant enfin qui était réellement l'homme dont elle était tombée amoureuse. L'humble jardinier n'existait pas. C'était le millionnaire, l'héritier, le maître de tout. Et la vérité contenue pendant tant de semaines était sur le point d'éclater comme une tempête sur la tête d'Isabelle Montaigne. Le silence dans la cuisine était absolu. On n'entendait que les sanglots entrecoupés de Madame Éléonore depuis le coin et la respiration agitée d'Isabelle, qui reculait pas à pas, incapable de croire ce que ses yeux voyaient. « Non, ce n'est pas possible, » balbutia Isabelle. « Tu as vécu ici déguisé en serviteur pendant des semaines, nettoyant le jardin, recevant des ordres. Pourquoi ferais-tu une chose pareille, Mathieu ?» Mathieu fit un pas en avant, se débarrassant enfin de la salopette tachée de terre. En dessous, il portait des vêtements simples, mais sa posture, son regard, sa voix étaient maintenant ceux d'un homme puissant qui avait retrouvé sa place. « Pourquoi ?» répéta-t-il avec un calme terrible. « Parce que quelque chose en moi me disait que la femme avec qui j'allais me marier n'était pas celle qu'elle prétendait être. Tu m'as souri pendant 2 ans, tu m'as appelé mon amour, tu as planifié notre mariage. Mais mon instinct n'a jamais cessé de me crier que quelque chose était pourri, alors j'ai décidé de découvrir la vérité de la seule manière possible, en devenant invisible, en devenant le serviteur que tu ne regarderais jamais dans les yeux. Et de cette invisibilité, Isabelle, j'ai vu ton vrai visage. » Isabelle déglutit. « Quoi que tu penses avoir vu, tu te trompes. » Elle essaya de reprendre son ton de victime. « Mon amour, je t'aime. Cette servante m'a attaqué. L'aînée est confuse. Je lui apportais juste son lait. »« Assez !» rugit Mathieu, et son cri fit trembler les carreaux. « N'ose plus mentir. Les masques sont tombés. Aujourd'hui, ils tombent tous, à commencer par le tien. » Il sortit de la poche de son pantalon l'enveloppe du laboratoire. Il la leva haut pour que tous la voient. « Tu sais ce que c'est, Isabelle? C'est le résultat de l'analyse des pilules que tu as manipulées. Les médicaments de ma mère, contaminés par une substance toxique, conçue pour provoquer un arrêt cardiaque lent, silencieux, que n'importe qui attribuerait à l'âge. » Sa voix se brisa un instant de pure rage. «
Tu as empoisonné ma mère pendant des semaines, jour après jour, en lui souriant pendant que tu la tuais. » Madame Éléonore étouffa un sanglot. « C'est vrai, » murmura l'aînée. « Elle vient de le confesser. Avant que tu n'arrives, elle m'a dit en face qu'elle faisait semblant depuis 2 ans pour s'emparer de la fortune, que j'étais le dernier obstacle. Elle a voulu m'obliger à boire ce lait. Elle désigna les tessons de verre et la flaque sur le sol. Cette jeune fille, Lucie, m'a sauvé la vie une nouvelle fois. » Mathieu regarda Lucie. La jeune femme était toujours debout près du plan de travail. L'uniforme bleu déchiré, la lèvre fendue, la joue marquée, et malgré tout, la tête haute et les yeux verts brillants d'une dignité qui le désarmait. « Lucie, » dit-il, et sa voix s'adoucit complètement. « Pardonne-moi. Pardonne-moi de ne pas avoir dit la vérité plus tôt, de t'avoir laissé aller en prison, pour chaque humiliation que tu as subie sans que je te défende ouvertement. Je devais attendre. Il fallait que les preuves soient irréfutables, car je savais que si j'agissais avant l'heure, cette femme s'échapperait avec tout. Mais pas une seule seconde je n'ai cessé de croire en toi, ni de t'admirer, ni de... » Il s'interrompit, ému, « de t'aimer. » Lucie sentit son cœur éclater en 1000 émotions contradictoires. Le soulagement d'être justifié, la douleur d'avoir été emprisonné, la confusion de découvrir que l'humble jardinier était en réalité le maître de tout et un sentiment plus profond qu'elle n'osait nommer. « Vous m'avez menti, » dit-elle d'une voix tremblante. « Tout ce temps, j'ai fait confiance à un jardinier et il s'avère que c'était le patron, l'homme le plus riche du domaine. Je t'ai menti sur mon nom et ma position, » admit Mathieu. « Mais je ne t'ai jamais menti sur ce que je ressentais. Chaque mot que je t'ai dit dans cette serre, chaque fois que je t'ai défendu, chaque fois que je t'ai regardé, c'était réel, plus réel que n'importe quoi dans ma vie. » Le moment fut brisé quand Isabelle, profitant de la distraction, tenta de s'enfuir vers la porte. « Pas si vite !» Mathieu lui barra le passage. « Le grand, appelez la police. La vraie police, pas les corrompus que Fernande a achetés. »« Ils sont déjà en route, monsieur Delacroix, » répondit maître Legrand qui était entré après Lucie. « Et j'apporte avec moi le reste des preuves, les registres de la pharmacie où Isabelle a acheté le poison sous un faux nom, l'étui vide du collier trouvé dans sa chambre et le témoignage signé de Rose et Carmen, qui l'ont vu cacher le bijou dans la chambre de Lucie. » Le visage d'Isabelle se décomposa complètement. Elle était acculée. Toutes les issues se fermaient une à une. « Ils mentent, tous mentent !» hurla-t-elle dans une dernière tentative désespérée. « Cette servante m'a séduit ta mère. Fernand m'aidera, il a des contacts. » « Fernand, » Mathieu sourit froidement, « ton complice a été arrêté il y a 1 heure. Mon enquêteur l'a suivi pendant des semaines. Il a tout avoué en échange d'une réduction de peine. Le plan de l'empoisonnement, la falsification des documents de l'héritage, le collier volé. Il t'a livré, Isabelle, comme les rats le font toujours quand le bateau coule. » Isabelle tomba à genoux sur le marbre parmi les éclats de verre et le lait renversé. Le masque parfait qu'elle avait construit pendant des années volait en éclats devant tout le monde. Elle n'était plus la fiancée élégante, la mariée angélique. C'était une femme désespérée, découverte, vaincue. « Mathieu, s'il te plaît, » supplia-t-elle en changeant de tactique, de fausses larmes coulant à volonté. « Je l'ai fait pour nous, pour notre futur. Ta mère est vieille, elle allait mourir de toute façon. Je voulais juste que nous soyons ensemble, que nous ayons tout ce que nous méritons. »« N'ose pas » coupa Mathieu avec un mépris glacial. « Ne salis pas le mot amour avec ta bouche. L'amour n'empoisonne pas. L'amour ne calomnie pas. L'amour n'envoie pas une femme innocente en prison. » Il désigna Lucie. « Ça, c'est une femme qui aime vraiment. Une femme qui a risqué sa liberté et sa vie pour une vieille dame qui n'était même pas sa famille. Tu n'arrives pas à la cheville, Isabelle. » À ce moment, les lumières bleues et rouges des voitures de police illuminèrent les fenêtres du domaine. La vraie police était arrivée. 2 agents entrèrent dans la cuisine. Cette fois sans la corruption de la première arrestation, avec un mandat signé par un juge basé sur les preuves que Maître Legrand avait présentées. « Isabelle Cruz, alias Isabelle Montaigne, » déclara l'agent en chef, « est arrêtée pour tentative d'homicide, empoisonnement aggravé, falsification de documents, calomnie et association de malfaiteurs. Vous avez le droit de garder le silence. » Tandis qu'on lui passait les menottes, Isabelle lança un dernier regard de haine à Lucie. « Ça ne va pas en rester là, » siffla-t-elle. « Si, ça va en rester là, » répondit Lucie avec sérénité, « parce que la vérité gagne toujours, tôt ou tard, mais toujours. » On l'emmena, et tandis que la voiture de patrouille s'éloignait avec l'assassine à l'intérieur, un silence de soulagement se répandit dans le domaine. Dans le couloir, toute la domesticité s'était rassemblée, attirée par le tumulte. Rose, Carmen et tous les autres domestiques qui, pendant des semaines, avaient vu Lucie humiliée, accusée et traînée en prison, contemplaient maintenant la scène les yeux grands ouverts. Ils avaient découvert 2 vérités en une seule nuit. Que l'humble jardinier était en réalité le maître de maison et que la servante qu'ils avaient vue menottée était
De toutes les personnes de ce domaine, la plus courageuse et la plus honnête. J'ai toujours su que cette jeune fille était bonne, murmura Rose en essuyant une larme avec son tablier. Je l'ai dit depuis le début. Un tel visage ne ment pas. Carmen hocha la tête, émue. D'autres baissèrent la tête, honteux d'avoir douté de Lucie, de ne pas l'avoir défendue quand on l'avait accusée. Un à un, les domestiques commencèrent à comprendre que cette nuit-là, ils avaient assisté à bien plus que la chute d'une assassine. Ils avaient assisté à la façon dont la vérité et la bonté, aussi piétinées soient-elles, finissaient toujours par éclater au grand jour. Le cauchemar était enfin terminé. Madame Éléonore se leva de son coin, tremblante, et marcha vers son fils. Mathieu courut l'embrasser. « Mon fils !» pleura l'aîné en lui caressant le visage. « Mon Mathieu, le jardinier, c'était toi. Tout ce temps à prendre soin de moi, à me protéger sans que je le sache. » Elle l'embrassa fort. « J'ai failli te perdre. Nous avons failli tous nous perdre. Mais nous sommes là, maman, » répondit Mathieu les larmes aux yeux. « Nous sommes vivants et tout cela grâce à elle. » Tous deux se tournèrent vers Lucie, qui restait à l'écart, ne sachant que faire, se sentant soudain déplacée dans ses retrouvailles familiales. Madame Éléonore lui tendit les bras. « Viens ici, ma fille, » dit l'aîné. « Viens, mon ange, tu nous as sauvés tous les deux. Tu fais partie de cette famille maintenant, que tu le veuilles ou non. » Lucie, émue aux larmes, s'approcha. Les trois personnes se fondirent dans une étreinte au milieu de la cuisine, parmi les tessons de verre et les restes du poison, qui ne ferait plus jamais de mal à personne. Mais l'histoire n'était pas terminée, car maintenant, avec la vérité enfin découverte, il restait des blessures à soigner, des mensonges à éclaircir, et un amour naissant qui devrait affronter l'énorme distance qui séparait le monde d'une servante du monde d'un millionnaire. Et tous dans cette maison ne seraient pas prêts à accepter que la nouvelle maîtresse du domaine Delacroix avait été, il y a quelques jours encore, la jeune fille qui nettoyait leur sol. Les jours qui suivirent furent riches en révélations. Avec Isabelle et Fernand derrière les barreaux, la justice commença à défaire, fil par fil, le réseau de mensonges que cette femme avait tissé pendant 2 ans. Maître Legrand se présenta un matin au bureau du domaine avec une épaisse chemise de documents. Mathieu, Madame Éléonore et Lucie l'écoutèrent attentivement. « Monsieur Delacroix, » commença l'avocat, « l'enquête a révélé bien plus que nous ne l'imaginions. Isabelle Montaigne n'est même pas son vrai nom. Elle s'appelle Isabelle Duval et elle a des antécédents. Il y a 7 ans, elle a tenté quelque chose de similaire avec un riche veuf à Lyon. L'homme est mort d'un prétendu arrêt cardiaque quelques mois après s'être fiancé avec elle. Rien n'a jamais pu être prouvé. Jusqu'à présent, la police a rouvert cette affaire à la lumière des nouvelles découvertes. » Madame Éléonore porta une main à sa poitrine. « Mon Dieu !» murmura-t-elle. « Alors je n'étais pas sa première victime. C'était une assassine professionnelle, une chasseuse de fortune qui tuait pour hériter. »« C'est exact, madame, » confirma Legrand. Fernande, son complice, était le cerveau juridique. Il falsifiait les testaments, soudoyait les fonctionnaires, effaçait les traces. Ensemble, ils avaient perfectionné la méthode. Ils trouvaient une famille riche avec un membre âgé ou vulnérable. Isabelle séduisait l'héritier, éliminait lentement l'obstacle, et il s'emparait de tout. Mathieu serra les poings sur le bureau. « Et je suis tombé comme un idiot, » dit-il avec amertume. 2 ans de ma vie, 2 ans à croire que je l'aimais, à planifier un mariage, à la présenter comme ma future épouse. Elle aurait pu te tuer, maman. Elle aurait pu hériter de tout, et je le lui aurais offert sur un plateau d'argent. Ne te blâme pas, mon fils, dit Madame Éléonore en lui prenant la main. Ces femmes sont expertes en tromperie. L'important, c'est que ton instinct t'a finalement sauvé. Quelque chose en toi a su la vérité avant ton esprit. C'est pourquoi tu t'es déguisé, c'est pourquoi tu as tout découvert. Ce n'était pas seulement mon instinct, répondit Mathieu, et ses yeux cherchèrent Lucie. C'était elle. Si Lucie n'avait pas vu Isabelle manipuler les médicaments cette nuit-là, si elle n'avait pas eu le courage d'agir, nous serions aujourd'hui en train de t'enterrer, maman. J'ai découvert des soupçons, mais Lucie a découvert les preuves et a tout risqué pour une famille qui n'était pas la sienne. Lucie baissa le regard, rougissante. « N'importe qui aurait fait la même chose, » dit-elle avec humilité. « Non, » répliqua Madame Éléonore avec fermeté. « N'importe qui, non. La plupart se seraient tus par peur. La plupart auraient regardé ailleurs pour ne pas s'attirer d'ennui. Pas toi. Toi, tu as choisi de faire ce qui est juste, même si cela te coûtait ta liberté. Ça, ma fille, c'est quelque chose qui ne s'apprend pas. On est avec. » Maître Legrand continua les révélations. Le collier de diamants avec lequel ils avaient incriminé Lucie s'était avérée volée à une autre victime d'Isabelle. Les documents de l'héritage que Fernand avait commencé à falsifier furent interceptés et annulés, et le contact corrompu au sein de la police, qui avait facilité l'arrestation injuste de Lucie, fut suspendu et placé sous enquête. « Il y a autre chose que vous devez voir, monsieur Delacroix, » ajouta Legrand en sortant un document de la chemise. « Ceci est un faux testament. Fernand l'avait rédigé,
et était sur le point de le faire signer à votre mère, profitant des moments de faiblesse que le poison lui provoquait. Dans ce document, Madame Éléonore était censée laisser la totalité de sa fortune personnelle à Isabelle au cas où vous décéderiez avant elle. Un frisson parcourut la pièce. « Avant moi ?» demanda Mathieu, pâlissant. « Oui », répondit l'avocat avec gravité. « Nous avons trouvé des correspondances entre Isabelle et Fernand. Le plan ne se terminait pas avec la mort de votre mère, Monsieur Delacroix. Une fois mariés, vous alliez aussi subir un accident, un tragique accident qui laisserait la veuve Isabelle comme unique héritière de tout l'empire Delacroix. Vous n'étiez pas le fiancé, vous étiez la prochaine victime sur la liste. » Madame Éléonore étouffa un cri et s'accrocha au bras de son fils. Lucie porta les mains à sa bouche, horrifiée. Mathieu resta silencieux, assimilant l'ampleur de ce qu'il avait évité. « Alors, dit-il enfin d'une voix rauque, me déguiser en jardinier n'a pas seulement sauvé ma mère, ça m'a sauvé moi-même. »« C'est exact, » confirma le grand. « Si vous aviez épousé cette femme, la croyant un ange, aujourd'hui probablement aucun de vous deux ne serait en vie. » Mathieu serra les poings sur le bureau. « Une chose de plus, Monsieur Delacroix, dit le grand. Le dossier de vol contre Mademoiselle Dubois a été entièrement annulé. Son nom est blanchi. En fait, étant donné qu'elle a été victime d'une détention frauduleuse, elle a droit à une compensation. »« Je ne veux aucune compensation, » dit Lucie immédiatement. « Je voulais juste que la vérité soit connue, que mon honneur soit blanchi. C'est tout ce que j'ai dans cette vie, mon honneur. Et maintenant, je l'ai récupéré. Cela vaut plus que n'importe quel argent. » Mathieu la regarda avec une admiration qui grandissait à chaque mot. Comment était-il possible que cette jeune fille qui n'avait rien de matériel refuse une compensation alors qu'Isabelle avait été capable de tuer pour de l'argent? Le contraste ne pouvait être plus brutal. Cet après-midi-là, la nouvelle se répandit dans toute la maison. La domesticité, qui pendant des semaines avait été témoin silencieux des humiliations contre Lucie, se réunit dans la cuisine, cette fois non pour bavarder, mais pour quelque chose de différent. Rose, la cuisinière aux mains abîmées, prit la parole au nom de tous. « Lucie, dit-elle d'une voix brisée, nous vous devons des excuses. Tous, quand cette femme vous a accusé de vol, aucun de nous ne vous a défendu. Nous avons eu peur, peur d'Isabelle, peur de perdre notre travail. Nous vous avons laissé seuls et vous, en revanche, avez tout risqué pour madame, pour nous tous. Pardonnez-nous, jeune fille. » Lucie sentit un nœud se former dans sa gorge. Elle serra Rose dans ses bras, puis Carmen et les autres. « Il n'y a rien à pardonner, » dit-elle. « Nous avons tous peur parfois. L'important est que maintenant nous sommes du même côté, du côté de Madame Éléonore, du côté de la vérité. » Pendant ce temps, en prison, Isabelle recevait sa première visite. C'était son avocat commis d'office qui lui apportait de mauvaises nouvelles. « Les preuves sont accablantes, » lui dit-il. « L'analyse toxicologique, les témoins, les aveux de Fernande, l'affaire ouverte de Lyon. Il n'y a aucun moyen de gagner ce procès. Je vous recommande de plaider coupable pour réduire la peine. » Isabelle, dépouillée de ses vêtements de créateur, vêtue de l'uniforme gris des détenus, frappa la table avec fureur. « C'est la faute de cette servante, » cracha-t-elle. « Une affamée, une domestique de 4e zone. Comment est-il possible qu'elle m'ait vaincu, moi qui ai trompé des millionnaires, des avocats, des familles entières? »« Peut être, » répondit l'avocat en ramassant ses papiers. « Cette jeune fille avait quelque chose que vous n'avez jamais eu. Quelque chose qui ne peut s'acheter ni se falsifier. »« Quoi ?» demanda Isabelle avec mépris. « Un cœur pur, » répondit l'avocat, et il s'en alla, la laissant seule avec sa rage. De retour au domaine, cette nuit-là, Mathieu trouva Lucie dans le jardin, juste dans la serre, où ils avaient si souvent parlé en cachette. La jeune femme contemplait les rosiers sous la lumière de la lune. « Puis-je vous accompagner ?» demanda-t-il. Lucie acquiesça, mais il y avait quelque chose de différent dans son regard, une nouvelle distance. « Monsieur Delacroix » dit-elle en utilisant son nom formel pour la première fois. « Mathieu » corrigea-t-il doucement. « Pour toi, je serai toujours Mathieu. Le jardinier, tu te souviens ? » « Mais vous n'êtes plus le jardinier, » répondit Lucie avec tristesse. « Vous êtes le maître de tout cela, l'homme le plus riche que j'ai connu. Et moi, je suis la servante qui nettoyait vos sols. Ce qui s'est passé entre nous, ici même, était beau, mais c'était un rêve. Un rêve où je croyais que vous étiez quelqu'un comme moi. Maintenant que je connais la vérité, je comprends que nos mondes sont trop éloignés. Vous avez besoin d'une femme de votre classe, pas d'une servante du village. » Mathieu sentit son cœur se serrer. « C'est ce que tu crois ?» demanda-t-il. « Que l'argent définit qui mérite d'être aimé, c'est ce que le monde croit, » répondit-elle. « Et le monde est cruel avec les femmes comme moi. » Mathieu s'approcha en lui prenant les mains. « Lucie, je viens de passer 2 ans avec une femme de ma classe, élégante, raffinée, du grand monde, et elle s'est avérée être une assassine sans âme. Tandis que toi, une jeune fille arrivée chez moi avec un seul sac en tissu, tu m'as appris ce que signifie réellement le courage, la loyauté
et la bonté. Si l'argent définit qui mérite d'être aimé, alors qu'il garde l'argent, car je te choisis toi, pauvre ou riche, servante ou reine, je te choisis toi. Lucie leva le regard, ses yeux verts brillants de larmes contenues. Elle voulait le croire, mais la peur, le poids de toute une vie d'humiliation la freinait encore. « Donnez-moi du temps », murmura-t-elle. « J'ai besoin de temps pour croire que c'est réel, qu'un homme comme vous peut vraiment aimer une femme comme moi. »« Tu auras tout le temps du monde, » répondit Mathieu, « car je ne compte aller nulle part. Je t'attendrai, Lucie, le temps qu'il faudra. » Et sous la lumière de la lune, parmi les rosiers que le faux jardinier avait entretenus, deux cœurs de mondes opposés commençaient à construire avec prudence le pont qui les unirait pour toujours. Bien qu'il manquât encore à cet amour de surmonter la dernière épreuve, le jugement du monde entier. Le jour du procès se leva, gris, sur la ville. La salle était comble. La presse avait transformé l'affaire en un scandale national. La chasseuse de fortune qui empoisonnait des personnes âgées titrait les journaux. La servante héroïne qui a démasqué une assassine. Lucie n'aurait jamais imaginé se retrouver dans une salle de tribunal comme témoin d'honneur, vêtue d'une simple robe bleue que Madame Éléonore lui avait offerte. À ses côtés, Mathieu, impeccable dans son costume sombre, lui prit discrètement la main. « Tu trembles ?» lui murmura-t-il. « Je n'avais jamais témoigné devant un juge, » répondit-elle. « J'ai peur de me tromper, qu'on ne me croie pas. »« Dis juste la vérité, » dit Mathieu. « La vérité n'a pas besoin de répétition, et cette fois, tout le monde te croira. » Isabelle entra dans la salle, menottée, escortée par deux agents. Il ne restait rien de la femme élégante et hautaine qui avait terrorisé le domaine de la Croix. Elle portait l'uniforme gris des détenus. Ses cheveux étaient ébouriffés et son visage émacié. Mais ses yeux, en croisant ceux de Lucie, distillaient toujours le même poison. Le procès fut accablant, une à une, les preuves furent présentées devant le juge et le jury. L'analyse toxicologique des médicaments empoisonnés, les registres de la pharmacie où Isabelle avait acheté la substance sous un faux nom, l'étui vide du collier trouvé dans sa chambre, le faux testament que Fernand avait rédigé, la correspondance qui révélait le plan d'assassiner également Mathieu et l'affaire rouverte de Lyon, où un premier veuf était décédé dans des circonstances identiques. Quand on appela Lucie à témoigner, toute la salle retint son souffle. La jeune femme marcha jusqu'à la barre, la tête haute, malgré son nervosisme, et jura de dire la vérité. « Racontez-nous, mademoiselle Dubois », lui demanda le procureur. « Qu'avez-vous vu cette nuit-là dans la cuisine du domaine ?» Lucie inspira profondément, et d'une voix claire, ferme, sans hésiter, elle raconta tout. Les pas dans la nuit, la silhouette d'Isabelle versant des gouttes dans le flacon de médicaments, la faiblesse croissante de Madame Éléonore, le changement des pilules, le piège du collier, l'arrestation injuste, et la nuit où elle était revenue à temps pour empêcher Isabelle de forcer l'aînée à boire du lait empoisonné. « Et pourquoi avez-vous tant risqué ?» demanda le procureur. « Vous n'étiez qu'une employée. Vous auriez pu vous taire. Vous auriez pu regarder ailleurs. Pourquoi avez-vous risqué votre liberté, et même votre vie pour une famille qui n'était pas la vôtre ?» Lucie regarda Madame Éléonore assise au premier rang, puis le jury. « Parce que cette dame m'a traité comme un être humain quand tout le monde me voyait comme une moins que rien, » répondit-elle. « Parce que quand on voit une injustice et qu'on se tait, on en devient complice. Ma mère m'a appris que la pauvreté n'est pas une honte, mais la lâcheté, oui. Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de nom, je n'ai rien, mais j'ai la conscience tranquille, et je préfère 1000 fois aller en prison en étant innocente que de vivre libre, en sachant que j'ai laissé mourir une femme sans défense. » Un murmure d'admiration parcourut la salle. Plusieurs membres du jury s'essuyèrent les larmes. Madame Éléonore pleurait ouvertement et Mathieu, depuis son siège, contemplait la femme qu'il aimait avec une fierté qui lui gonflait la poitrine. L'avocat d'Isabelle tenta de la défendre, alléguant que les preuves étaient circonstancielles, que Lucie mentait par intérêt, que la servante s'était entichée de l'héritier millionnaire, mais ses arguments s'écroulèrent face à l'avalanche de preuves. Et quand Fernand, depuis sa propre cellule, ratifia sa confession complète en échange d'une réduction de peine, le destin d'Isabelle fut scellé. Le juge se retira pour délibérer avec le jury. Les heures d'attente furent éternelles. Finalement, ils revinrent avec le verdict. Dans l'affaire de l'État contre Isabelle Duval, alias Isabelle Montaigne, lut le juge, ce tribunal la déclare coupable des chefs de tentative d'homicide, empoisonnement aggravé, falsification de documents, calomnie et association de malfaiteurs. Ajoutée au chef d'accusation rouvert de l'affaire de Lyon, elle est condamnée à 40 ans de prison sans droit à libération anticipée. Le marteau du juge tomba comme une sentence divine. Isabelle se leva, hors d'elle. « C'est injuste !» cria-t-elle. « On me condamne à cause d'une servante. Une moins que rien. Vous ne savez pas à qui vous vous êtes attaqué. » Elle se tourna vers Lucie les yeux pleins de haine. « Tu m'as fait ça. Toi, une affamée. Tu vas me le payer. »« Non, Isabelle, » répondit Lucie avec sérénité. «
en se levant. Tu t'es fait ça à toi-même. Le jour où tu as décidé que l'argent valait plus qu'une vie humaine. J'ai juste dit la vérité. Le reste, tu l'as fait seul. Les agents emmenèrent Isabelle, qui continuait de crier des malédictions pendant qu'on la traînait hors de la salle. Et ainsi, parmi ses propres cris de fureur, disparut pour toujours de la vie des Delacroix, la femme qui avait été sur le point de les détruire. Quand ils sortirent du tribunal, une foule de reporters les attendait. Les caméras pointaient sur Lucie, la servante héroïne, qui était devenue un symbole national de courage et d'honnêteté. « Mademoiselle Dubois !» criaient les journalistes. « Comment vous sentez-vous? Est-il vrai que Monsieur Delacroix s'est déguisé en jardinier? Qu'y a-t-il entre vous deux ?» Mathieu fit un pas en avant, et devant toutes les caméras, il prit la main de Lucie et la leva avec la sienne. « Cette femme, déclara-t-il d'une voix ferme, pour que tout le pays l'entende, a sauvé la vie de ma mère, a sauvé ma vie et l'a fait sans rien demander en retour, risquant tout alors qu'elle n'avait aucune obligation de le faire. Cette femme est la personne la plus courageuse et la plus noble que j'ai connue. Et peu importe ce que dit la société, peu importe les classes, les noms de famille, ni l'argent, je l'aime, et si elle m'accepte, je passerai le reste de ma vie à lui prouver que le véritable amour ne connaît pas de différence. » La foule éclata en applaudissements. Les flashs des caméras crépitèrent. Lucie, bouleversée, sentit les larmes couler sur son visage. Ce même après-midi, l'histoire de Lucie parcourut tout le pays. Sur les réseaux sociaux, son nom devint une tendance. Des milliers de personnes, surtout des femmes humbles, qui avaient travaillé comme employées de maison et connaissaient de première main le mépris des puissants, la transformèrent en un symbole. « Si Lucie a pu, nous aussi », écrivait-elle. Une servante a vaincu une riche assassine avec la seule arme que l'argent n'achète pas, la dignité. Dans le village de Lucie, sa mère malade, qui l'avait élevée seule au milieu des privations, vit la nouvelle à la télévision depuis son humble lit. En reconnaissant sa fille à l'écran, défendue et honorée devant toute la nation par un homme puissant, l'aînée éclata en sanglots. « C'est ma petite », murmura-t-elle, la poitrine gonflée de fierté. « C'est ma Lucie. Je l'ai bien élevée, je l'ai élevée avec honneur. Et regarde maintenant. Regarde quelle femme si courageuse elle est devenue. » Mathieu, sans que Lucie le sût encore, avait déjà envoyé un médecin et des médicaments au village pour s'occuper de la mère de la jeune femme. C'était sa façon silencieuse de commencer à prendre soin de ceux qu'elle aimait. Cette nuit-là, de retour au domaine, toute la domesticité prépara un dîner spécial pour célébrer la justice. Pour la première fois depuis longtemps, le domaine Delacroix fut rempli de rires, de musique, de joie sincère. Rose cuisina les plats les plus savoureux. Carmen décora la salle à manger avec des fleurs du jardin et Madame Éléonore, entièrement rétablie, présida la table avec un sourire radieux. « Je voudrais porter un toast », dit l'aîné en levant sa coupe, « à la justice qui a tardé, mais qui est arrivée. À mon fils, qui a eu le courage de chercher la vérité même si elle faisait mal, et surtout à Lucie, la lumière qui est entrée dans cette maison quand tout était le plus sombre. Ma fille, tu n'as pas seulement sauvé ma vie, tu as sauvé l'âme de cette famille. Bienvenue chez toi. » Tous trinquèrent émus. Lucie, entourée de personnes qui l'aimaient et la respectaient désormais, sentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années, l'appartenance. Pour la première fois de sa vie, elle avait une famille. Plus tard, quand les invités se retirèrent, Mathieu trouva Lucie sur la terrasse, contemplant les étoiles. « Tu me crois maintenant ?» lui demanda-t-il doucement, se tenant à ses côtés. « Tu crois déjà que ce que je ressens pour toi est réel ?» Lucie se tourna vers lui. La peur qui l'avait freinée pendant des jours commençait à se dissoudre, remplacée par quelque chose de plus fort. « Devant toutes ces caméras, devant tout le pays, tu as dit que tu m'aimais, » murmura-t-elle. « Un homme qui fait semblant ne fait pas ça. Un homme qui fait semblant prend soin de son image, de sa position. Tu as tout risqué pour dire la vérité, tout comme moi. »« Alors tu n'as plus de doute ?» dit Mathieu en lui prenant le visage entre les mains. « Non, plus maintenant, » répondit Lucie. « Je te crois, Mathieu, et moi aussi je t'aime. » Mathieu l'embrassa sous les étoiles. Un baiser long, tendre, rempli de tout ce qu'ils avaient eu pendant des semaines. Le baiser de deux âmes qui, venant de mondes opposés, avaient trouvé en l'autre leur véritable foyer. Et tandis qu'ils s'embrassaient à la fenêtre de sa chambre, Madame Éléonore les observait avec des larmes de bonheur, remerciant le ciel d'avoir amené cette jeune fille aux yeux verts pour sauver sa famille. Le cauchemar était terminé, et un nouveau chapitre rempli d'amour et d'espoir était sur le point de commencer. Les mois qui suivirent furent les plus heureux que le domaine Delacroix ait connu depuis des années. Lucie cessa d'être la servante qui nettoyait les sols, non pas parce que Mathieu le lui imposa, mais parce que Madame Éléonore elle-même insista pour qu'elle occupe la place qu'elle méritait, celle d'une femme libre, éduquée et aimée. L'aîné, qui retrouva complètement la santé une fois loin du poison, s'acharna à ce que Lucie apprenne tout ce que le monde lui avait refusé en raison de sa pauvreté. Elle engagea des professeurs, lui offrit des livres,
l'emmena visiter des musées et des théâtres. Mais le plus beau fut de voir que l'argent et l'éducation ne changèrent Lucie en rien. Elle restait la même jeune femme, humble, douce et courageuse, qui était arrivée avec un seul sac en tissu. Elle traitait la domesticité comme des égaux, car elle-même avait été l'une d'entre eux. Chaque matin, elle saluait Rose et Carmen par une accolade, et jamais, pas une seule fois, elle ne regarda personne de haut. « C'est ce que j'aime le plus chez toi », lui dit Mathieu un jour alors qu'il se promenait dans le jardin. « Que la richesse ne t'ait pas montée à la tête. Isabelle voulait l'argent plus que tout au monde. Toi, tu l'as reçu sans le demander, et tu es restée la même. C'est la différence entre une âme achetée et une âme libre. » Un après-midi de printemps, dans la même serre où ils s'étaient avoués leurs sentiments pour la première fois, Mathieu prépara une surprise. Il remplit l'endroit de roses blanches et rouges, celles qu'il avait lui-même soignées pendant son temps en tant que faux jardinier. Quand Lucie entra, elle resta sans voix. « Qu'est-ce que tout cela ?» demanda-t-elle émerveillée. Mathieu s'agenouilla devant elle, sortant de sa poche une petite boîte en velours. À l'intérieur brillait une bague simple et élégante. « Lucie Dubois, dit-il d'une voix chargée d'émotion. Dans cette serre, tu m'as appris ce que signifie le courage. Ici, j'ai découvert que le véritable amour ne connaît pas de classe ni de fortune. Tu es arrivé chez moi pour nettoyer les sols, et tu as fini par nettoyer mon âme des mensonges dans lesquels je vivais. Tu m'as rendu ma mère, tu m'as sauvé la vie, et tu m'as appris à aimer vraiment. Je ne veux pas passer un jour de plus sans toi. Me ferais-tu l'honneur d'être ma femme ?» Lucie, les larmes coulant sur son visage, s'agenouilla également devant lui pour se mettre à sa hauteur. « Oui, » répondit-elle. « 1000 fois oui, mais pas parce que vous êtes riche, Mathieu. Si vous étiez encore le jardinier en salopette verte, je dirais oui quand même, parce que je suis tombée amoureuse de l'homme, pas du millionnaire. » Mathieu glissa l'anneau à son doigt et l'embrassa, tandis que les pétales de rose tombaient doucement autour d'eux. Le mariage fut célébré 3 mois plus tard dans les jardins du domaine. Ce fut une cérémonie qui rompit tous les codes de la haute société. Mathieu insista pour que les invités d'honneur ne soient pas des hommes d'affaires ou des gens fortunés, mais la domesticité, les travailleurs, les gens humbles qui avaient été fidèles à la famille. Rose et Carmen pleurèrent d'émotion au premier rang. La mère de Lucie, rétablie grâce aux soins que Mathieu lui avait secrètement prodigués, voyagea depuis le village pour voir sa fille devenir épouse. Et Madame Éléonore, radieuse et en pleine santé, fut celle qui conduisit Lucie à l'autel. « Aujourd'hui, je ne donne pas une servante, » dit l'aîné devant tous les présents. « Aujourd'hui, je donne une fille, la meilleure fille que le ciel ait pu me donner, et je la donne au meilleur fils qu'une mère puisse souhaiter. Que Dieu bénisse cette union née du courage et du véritable amour. » Lucie marcha vers l'autel avec une robe, blanche simple mais magnifique, les yeux verts brillants sous le soleil de l'après-midi. Et Mathieu, qui l'attendait au bout du chemin, sut que c'était le moment le plus heureux de toute sa vie. Ils se marièrent au milieu des larmes de joie, des applaudissements et de la musique joyeuse d'une fanfare du village que Lucie avait spécialement demandé. Cette nuit-là, riches et pauvres dansèrent ensemble dans les jardins du domaine Delacroix, sans distinction, sans classe, juste des gens célébrant le triomphe de l'amour sur le mal. Pendant la fête, Mathieu prit le micro pour prononcer quelques mots que personne n'oublierait. « Il y a quelques mois, » commença-t-il, « j'étais un homme aveugle. J'avais de l'argent, du pouvoir, un domaine, une fiancée magnifique de la haute société. J'avais tout selon le monde, mais j'étais sur le point de perdre la seule chose qui compte vraiment, ma mère, ma vie, et la possibilité de connaître le véritable amour. » Il regarda Lucie les yeux pleins de larmes. Alors est arrivée une femme avec un seul sac en tissu, une femme que le monde considérait inférieure parce qu'elle nettoyait les sols. Et cette femme, avec son courage et sa bonté, m'a ouvert les yeux, m'a rendu ma mère, m'a sauvé d'épouser la mort et m'a appris que la vraie valeur d'une personne n'est pas dans son compte en banque, mais dans son cœur. Aujourd'hui, je n'épouse pas une servante. J'épouse la femme la plus riche que je connaisse, riche de la seule chose qui ne s'achète pas. La foule entière se leva, applaudissant en pleurant. Lucie courut l'embrasser, et les deux se fondirent dans un baiser, tandis que les feux d'artifice illuminaient le ciel du domaine. 5 ans plus tard, le jardin du domaine Delacroix était plus beau que jamais. Les roses que Mathieu avait plantées à l'époque de son faux jardinier étaient devenues un jardin spectaculaire, entretenu maintenant par une équipe de vrais jardiniers, payés dignement et traités avec respect. Sous l'ombre d'un grand arbre, Madame Éléonore, très âgée mais pleine de vie, berçait doucement une petite fille aux yeux verts et aux cheveux foncés. La petite s'appelait Éléonore comme sa grand-mère et riait chaque fois que l'aîné la chatouillait. « Regarde mon petit cœur », disait l'arrière-grand-mère à la petite fille. « Regarde ce beau jardin. Ton papa l'a planté quand il était jardinier. Savais-tu que ton papa était jardinier? C'est comme ça qu'il a rencontré ta maman. C'est la plus belle histoire d'amour qui existe. » Au loin, Lucie et Mathieu marchaient main dans la main sur les sentiers du jardin. Lucie, maintenant une femme sûre d'elle et épanouie,
avait fondé une association pour aider les employés de maisons victimes d'abus, leur offrant une aide juridique et un refuge. Sa propre histoire était devenue une inspiration pour des milliers de femmes qui, comme elle, n'avaient jadis pas de voix. « À quoi penses-tu » lui demanda Mathieu, lui passant un bras autour de la taille. « Au chemin parcouru » répondit-elle, posant sa tête sur son épaule. « Il y a 5 ans, je nettoyais ces sols. Je dormais dans une petite pièce sans fenêtre et je supportais des humiliations pour envoyer quelques pièces à ma mère. Et regarde-moi maintenant, j'ai une famille, j'ai l'amour, j'ai un but. Parfois j'ai l'impression que c'est un rêve dont je vais me réveiller. »« Ce n'est pas un rêve, » dit Mathieu en lui embrassant le front. « C'est ce que tu as toujours mérité, la vie a juste tardé à te rendre justice. » Lucie regarda vers l'arbre où sa fille riait dans les bras de son arrière-grand-mère. « Tu sais, parfois je pense à Isabelle, » confessa-t-elle, à la façon dont elle avait tout pour être heureuse, la beauté, l'intelligence, les opportunités, et elle a tout échangé contre l'argent, contre la cupidité. Elle a fini seule dans une cellule, haïssant le monde, tandis que moi, qui n'avais rien, j'ai fini par tout avoir parce que la seule chose qui importe vraiment ne peut ni se voler, ni s'empoisonner. « Et qu'est-ce qui importe vraiment ?» demanda Mathieu, bien qu'il connût déjà la réponse. « L'amour », répondit Lucie avec un sourire, « la famille, la conscience tranquille. Ça, Isabelle ne l'a jamais eu, et c'est pourquoi, même si elle avait tout, en réalité, elle n'avait rien. » Mathieu l'embrassa, ému, et tandis que le soleil commençait à se coucher sur le domaine de la Croix, teintant le ciel de doré, la famille que la méchanceté avait tenté de détruire restait unie, plus forte que jamais. La petite Éléonore courut vers ses parents avec ses petites jambes incertaines, et Lucie la prit dans ses bras, la couvrant de baisers. Madame Éléonore s'approcha lentement, s'appuyant sur sa canne, et tous les 4 restèrent ensemble à contempler le coucher du soleil. « Mon défunt mari avait raison », murmura Madame Éléonore, les yeux humides. « Cette nuit-là, j'ai rêvé qu'une lumière arriverait dans cette maison et nous sauverait tous. Et elle est arrivée. Elle est arrivée déguisée en servante avec un seul sac en tissu et des yeux verts remplis de bonté. » Elle caressa la joue de Lucie. « Merci, ma fille, pour tout. Tu es la plus grande bénédiction que cette famille ait reçue. » Lucie serra dans ses bras l'aînée qui était devenue sa mère, sa famille, son foyer. Et dans cette étreinte, sous le ciel doré du coucher de soleil, elle comprit que la vie, aussi cruelle qu'elle puisse être envers les humbles, trouve toujours le moyen de récompenser ceux qui ne perdent jamais leur honneur, leur courage et leur cœur pur, car au final, l'argent s'épuise, la beauté se fane et le mal tombe toujours. Mais le véritable amour, le courage et la bonté, eux, vivent pour toujours. Et ainsi, la servante qui un jour fut humiliée devint la maîtresse de maison, non pas en épousant un millionnaire, mais pour avoir eu l'âme la plus riche de toutes. Fin. Si cette histoire vous a ému, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de se souvenir que la bonté et le courage triomphent toujours à la fin, car les femmes courageuses comme Lucie existent et méritent leur fin heureuse.